Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre magazine d'émissions d'actu, culture, société tous les mardis 19h, 21h sur Move. Je suis toujours sauce Spencer, ça n'a toujours pas changé, hein, votre gosso sweet so chill. Et comme d'hab, toujours, je suis avec Florence et Leïla. Coucou, ça va? Ça va avec votre beau sourire? Super, et toi? Très bien, c'est quoi la météo du jour? Beau temps. Il n'y a jamais de pluie. En fait, il pleut tellement dehors qu'on n'a pas le choix d'être le beau temps. On est venu ramener le soleil sur Move. On est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, venez passer 2 heures agréables avec nous. Vous pouvez nous écouter et aussi nous regarder en direct sur move.fr. Alors au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, la 30e édition du SIDAction 2024 aura lieu à partir du 14 mars prochain. Et c'est l'occasion pour nous de vous parler de cette maladie qui a déjà tué 35 millions de personnes dans le monde. Vous verrez qu'aujourd'hui, en dépit des clichés qui persistent, la vie des malades a considérablement changé grâce aux progrès scientifiques remarquables. La rivalité féminine, un fléau qui perdure. Est-il possible d'entretenir une concurrence saine et naturelle entre femmes sans qu'elles deviennent toxiques, notamment dans le monde du travail, Florence? Bah ouais, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je vais vous expliquer pourquoi on perpétue le sexisme et en quoi ça nous nuit de s'aborder le travail des autres femmes. Aïe. Leïla, toi de ton côté, tu vas nous parler de la fameuse Pick Me, la C'est fameuse ça. copine qui est prête à tout pour écraser les autres filles. Vendredi dernier, l'entreprise Hitch a dévoilé son nouveau service de vélo avec chauffeur privé disponible sur Paris. Avec ce nouveau modèle de taxi vélo, on a voulu revenir sur le business des chauffeurs privés et notamment les réalités derrière le métier de ce chauffeur VTC. Est-ce si rentable que ça? Enfin, comment sommes-nous rentrés dans une société dite uberisée? Ce sera notre 3e sujet du jour. Alors c'est insolite, mais pourtant c'est vrai. Une association a loué le Zénith de Limoges pendant 3 jours pour y organiser en mars un congrès sur l'arrivée des extraterrestres. Il y aura une douzaine d'intervenants. Flo, tu vas nous expliquer comment l'image de l'extraterrestre s'est forgée dans notre imaginaire collectif, parce que je pense que clairement on a tous la même image quand on pense à eux. Et Leïla, tu vas nous expliquer en quoi ces croyances ont pu avoir des très mauvaises conséquences dans l'histoire. Ouais, on va parler de la secte des Raéliens, du coup, qui s'est servi de la science et des extraterrestres pour endoctriner des gens, quoi. Aïe. Tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de la pluie et le beau temps. Let's go. 19h21h. La pluie et le beau temps. Allez, on commence tout de suite avec un sujet santé. On compte dans le monde 35 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Alors oui, c'est vrai, il y a eu des avancées depuis 30 ans, mais le problème, il reste toujours d'actualité puisqu'on estime quand même à plus de 2 millions le nombre de nouvelles infections dans le monde et entre 6 à 7 000 cas en France. Alors du coup, le VIH, c'est quoi exactement? Et puis c'est quoi la différence avec le sida? On va tout de suite écouter le docteur canadien Régent Thomas qui va nous expliquer les symptômes. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Il s'attaque au système immunitaire de l'organisme et au stade le plus avancé, il cause le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Environ 35 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. Mais depuis 1996, grâce à la trithérapie, sa mortalité a diminué considérablement et l'infection au VIH est considérée comme une maladie chronique, évidemment là où la trithérapie est disponible. Donc, une personne vivant avec le VIH n'a pas ou n'aura pas nécessairement le sida. Donc voilà, le VIH, c'est le virus qui s'attaque d'abord au système immunitaire et ensuite le sida, c'est le stade avancé quand la maladie est vraiment déclarée. Et d'ailleurs, sida, c'est l'abréviation de syndrome d'immunodéficience acquise. Mais du coup, le problème, c'est que ça peut mettre des années avant que le sida il soit déclaré, c'est ça? Ouais, exactement. Déjà, si on part du principe que 50% des personnes qui vivent avec le VIH dans le monde ignorent leur statut, on comprend aussi qu'eux-mêmes peuvent pas forcément protéger leur partenaire de cette fameuse contamination. En plus de ça, c'est totalement possible d'avoir aucun symptôme, surtout après avoir contacté le VIH. Ça peut prendre à peu près 10 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, jusqu'on moment où les symptômes du sida se manifestent. Mais d'où l'importance de se faire dépister, justement. Exactement, l'importance de se faire dépister, comme tu dis, Flo, parce que on peut pas le savoir. Et justement, c'est pour ça que le SIDAction existe depuis très exactement 30 ans cette année. Ça a été lancé en 1994, on va en parler. Alors d'abord, c'est en 85 que Pierre Berger a fondé Arca Sida. Et en 94, donc il y a tout pile 30 ans cette année, il a fondé avec Lynn Renaud Ensemble contre le sida, qui va devenir le SIDAction qu'on connaît tous. Alors à l'époque, c'est une réponse à l'épidémie qui sévit, mais c'est aussi une réponse à l'inaction du pouvoir public. Justement, on écoute tout de suite Christophe Martet. C'est le président d'ACT UP, une association qui lutte contre le VIH-Sida issu de la communauté homosexuelle. À cette époque, on est le 7 avril 1994. C'est le jour du premier SIDAction et Christophe Martet s'exprime sur le plateau de France Inter.
Si l'émission se fait aujourd'hui, c'est bien parce que les politiques depuis 13 ans n'ont pas fait grand-chose contre le sida. Et c'est aussi pour ça que la France se retrouve aujourd'hui le pays le plus touché d'Europe. Il y a 20 000 morts du sida en France. Je veux dire, c'est aussi important que la guerre d'Algérie. Le nombre de morts, il y a peut-être 300 000 séropositifs. C'est énorme. C'est une crise majeure du système de santé, du système social. Que le président de la République n'en ait pas parlé et dit 3 mots sur cette épidémie depuis 13 ans. Enfin, moi, en tant que séropositif, ça me tue, mais c'est presque ça, quoi. Du coup, comme je vous l'ai dit, dans cet audio, on est le 7 avril 1994, c'est le jour du premier SIDAction, et c'est vraiment un événement médiatique qui est diffusé l'espace d'une soirée sur toutes les radios, sur les chaînes privées et publiques. Et le concept, il est simple, c'est vraiment d'inviter des personnalités politiques, associatives et des artistes, et aussi des personnes malades pour en discuter en direct des sujets liés à la maladie, et aussi faire des appels aux dons. Et du coup, ça a marché ? Eh ben écoute, ouais, parce que cette première édition, elle a enregistré beaucoup d'audience, et ils ont eu une collecte de 300 millions de francs, et c'est l'équivalent du coup de 45 millions d'euros. Mais en fait, c'est un peu le même principe que le Téléthon. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un événement médiatique donc annuel de collecte de dons pour l'association. Cette association, elle finance des programmes de recherche et des associations d'aide aux malades et de prévention, que ce soit en France et aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, contrairement à l'époque, le SIDAction, c'est sur 3 jours. Et cette année, justement, il aura lieu en mars. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce sujet. Ce sera 3 jours de mobilisation, de sensibilisation et surtout de collecte de dons partout en France. À Paris, ici, il va y avoir une grande soirée qui est prévue au Grand Rex. Ce sera le jeudi 14 mars. Et du coup, pendant cette soirée, les participants vont bien sûr revenir sur les 30 ans du SIDAction. Il va y avoir des témoignages. Et en parlant des moments marquants du SIDAction, je pense que personne n'a oublié ce geste fort de Clémentine Sélarié. Et c'était lors de la première édition en 1994. Enfin, c'est une bêtise, c'est un truc bête que j'ai envie de faire depuis le début. Parce que après tout, on est là pour s'unir. Les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà. Est-ce que j'ose ? Il a de la chance, le monsieur. C'est un vrai. Et je suis sûr que dans 3 mois, elle sera toujours négative. La démago et l'héroïne et tout ça, c'était juste une envie que j'avais. C'est uniquement pour que tout le monde comprenne enfin que je ne suis pas contagieux, je suis éventuellement, c'est transmissible. Alors du coup, à l'époque, ça avait été un geste fort, un geste symbolique. Faudrait le refaire parce que là, il y a encore des gens qui ont des idées reçues, on en parlera tout à l'heure. Exactement, on va en parler avec toi, tu vas nous expliquer tous ces clichés. Et malgré tout ça, donc à l'époque, ça avait été quand même significatif. Et aussi, aujourd'hui, il faut savoir que les personnes, en vrai, elles peuvent vivre totalement normalement, elles peuvent être en couple, elles peuvent vivre plus longtemps. Et tout ça, c'est grâce aux avancées des traitements, Leïla. Exactement, donc le VIH, aujourd'hui, c'est considéré comme une maladie chronique, on le traite de mieux en mieux. Mais en fait, avant de commencer, je reprécise qu'on parle du traitement qui empêche le VIH, donc qui est responsable de l'infection qui cause le sida, de se développer, et que le sida, en fait, c'est le stade ultime de l'infection, quand les défenses immunitaires, elles sont tellement faibles que le corps n'arrive plus à se battre. Donc une personne atteinte du VIH et traitée assez tôt n'aura pas forcément le sida. Exactement, mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des traitements qui permettent aux patients d'avoir une vie normale ? Presque normale, oui, et en fait, ces traitements, ils sont choisis donc, par les médecins pour être adaptés à l'état de santé du patient, mais aussi à son niveau d'infection. Donc c'est sous forme de comprimés qu'on prend tous les jours ou d'injections à faire tous les 2 mois. Et c'est un gros progrès, sachant que dans les années 90, par exemple, il fallait prendre les comprimés toutes les 4 heures. Donc vous imaginez bien à quel point c'est contraignant pour avoir une vie normale, quoi. C'est même pas une vie normale au final. De prendre surtout que tu peux rien faire, c'est ça. Aller au travail, juste passer une journée de travail normale en devant s'arrêter toutes les 4 heures pour prendre un médicament. Non, j'avoue, et puis t'as le regard des autres aussi. Donc, en plus. Mais du coup, là, aujourd'hui, ces traitements, ils restent quand même forts. Donc j'imagine qu'il y a des effets secondaires. Ouais, et c'est propre à chacun. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on a pu observer. Et ce qui revient le plus, c'est les troubles du sommeil, la perte d'appétit et les nausées. Et c'est pour ça, en fait, que les premières phases des traitements, elles sont très surveillées pour pouvoir l'adapter et faciliter au maximum la vie des malades. Et il ne faut pas oublier que c'est des traitements qui ne suppriment pas le VIH du corps du malade, mais ça lui permet de ne pas s'aggraver et surtout de ne pas transmettre l'infection à son partenaire ou à ses proches. Parce que par exemple, une femme atteinte du VIH mais sous traitement, elle pourra avoir un enfant sans le contaminer. Ça, c'est bien. Et ça, l'avancée, elle est dingue parce que, en gros, vu qu'elle est traitée, il n'y a pas de charge virale, donc elle ne transmet pas l'infection à son bébé via le cordon. Mais en fait, faut
toujours rester vigilant, parce que les personnes atteintes du VIH, ça reste des personnes à la santé fragile, donc malgré les traitements, elles sont quand même plus à risque pour des maladies cardiovasculaires ou des cancers. J'imagine. Et là, tu vois, on parle des bénéfices physiques. Et est-ce que, au niveau psychologique, c'est plus facile aussi de gérer, de réussir à vivre avec le VIH ? En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas que le contrôle du virus qui compte. Et la santé mentale et le vécu du malade, c'est un aspect qui est souvent négligé en fait, par les médecins. Parce qu'en gros, pour évaluer l'efficacité d'un traitement, on calcule par rapport aux données biomédicales comme la charge virale, les vomissements, la fatigue musculaire, les problèmes de santé mentale précis comme la dépression, les troubles du sommeil, etc. Et en fait, on ne prend pas en compte le vécu des patients alors que ça a une vraie importance. On peut aller mal sans forcément faire de dépression. Par exemple, un patient peut avoir du mal à se lever le matin, faire des rêves bizarres, sentir qu'il a moins confiance en lui depuis qu'il prend son traitement. Et c'est des facteurs subjectifs importants aussi qui ont un effet concret sur son quotidien et qui doivent être pris en compte par les médecins. D'ailleurs, les associations, elles ont bien senti qu'il y avait un angle mort sur le sujet de la santé mentale de toutes ces personnes qui sont touchées par le VIH. Et justement, là-dessus, elles sont en pointe par rapport au corps médical, je trouve. Ouais, parce que les associations qui luttent contre le VIH, elles se mobilisent et proposent un accompagnement des patients depuis le début des années 80, comme ACT UP, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, c'était une période où l'État et le corps médical, ils avaient du mal à donner des réponses pour la maladie. Et elles sont devenues un peu expertes sur la réalité et la vie, les spécificités et les besoins des malades. Et c'est pour ça qu'il y en a même certaines qui ont été intégrées à des structures de recherche, comme l'Agence nationale de recherche sur le sida et l'hépatite virale, du coup, dans les années 90. Et elles ont vraiment eu un rôle central dans l'amélioration de la qualité de vie des séropositifs parce qu'en fait, elles ont permis de mettre en évidence le vécu concret des malades et plus particulièrement des discriminations dont ils peuvent être victimes dans le quotidien, mais aussi de leurs relations assez compliquées avec le corps médical parce que celles-ci, elles doivent vraiment être protégées parce que tout simplement, ça peut avoir une incidence sur les capacités qu'on a à prendre correctement son traitement ou juste à suivre les recommandations médicales. C'est clair. Et tu vois, le sida, clairement, c'est un problème mondial, c'est un problème sanitaire mondial. Et justement, dans le domaine de la recherche de traitement, là, parce qu'on parle des médecins, la France, elle tient quand même un bon rôle, notamment grâce à l'action de l'ANRS. Donc, c'est l'agence autonome de l'INSERM qui lutte contre toutes ces maladies infectieuses. Et s'il y a bien quelque chose qui est évident qu'on peut dire aujourd'hui en 2024, c'est vraiment que la vie des malades, elle a changé, comme tu l'expliquais. Et c'est grâce à tous ces progrès scientifiques. Et du coup, les recherches, elles continuent aujourd'hui. Les traitements, ils sont beaucoup plus légers qu'à l'époque. On disait tout à l'heure, toutes les 4 heures. Enfin, ça devait être hyper contraignant. Et Christophe Martet, vous vous souvenez, je vous ai parlé de lui tout à l'heure par rapport à ACT UP. Et lui, aujourd'hui, c'est le président de l'association Vers Paris sans sida. Et en juillet dernier, il parlait sur France Inter de sa nouvelle vie grâce à l'avancée des traitements dont on vient de parler. On a quand même aujourd'hui ce qu'il faut dire. Moi, je suis séropo depuis maintenant 1985. J'ai un traitement qui me permet de vivre une vie quasiment normale. À part le fait de ce matin prendre mon cachet, mes cachets, et d'en reprendre demain matin et d'en reprendre tous les jours parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Mais sinon, la vie suit son cours. Et il faut vraiment marteler le fait que le traitement marche très bien. Et moi, ce dont je rêve surtout, c'est que les 10 millions de personnes qui actuellement n'ont pas accès à un traitement dans le monde, faute de moyens, puissent avoir accès à ce traitement. Et des traitements qui sont plus légers quand même aujourd'hui par rapport à ce que vous avez connu, par exemple vous-même il y a quelques années. Moi j'ai tout connu, ça c'est sûr que j'ai tout connu, les monothérapies, les trucs qui marchaient pas, les trucs qui faisaient qui étaient toxiques, mais aujourd'hui, voilà, on a des traitements qui fonctionnent et surtout avec les bagarres qu'on a menées, que ce soit la NRS, que ce soit les associations, les prix ont considérablement baissé. Je sais pas pour vous les filles, mais je suis contente d'en parler parce que c'est vrai que quand on connaît pas en fait cette maladie, on sait pas à quel point il y a eu du progrès. Par exemple, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que on peut pas avoir d'enfants, ou du moins, ou même qu'il y a des gens qui pensent que dès qu'on a le VIH, on va mourir. Oui, c'est ça, c'est foutu d'avance. Reste quelques temps, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est important d'en parler. Exactement. Mais de toute façon, on va en parler avec toi. Les clichés, ça persiste. Il est 19h14, vous êtes dans la pluie et le beau temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société sans tabou, c'est le cas de le dire. Alors là, on vous parle du SIDAction 2024 qui va avoir lieu à la mi-mars et c'est l'occasion pour nous de vous parler de ce virus, le VIH, qui touche 35 millions de personnes dans le monde. Alors on rappelle que le sida, c'est le stade final de la contraction du virus du VIH, à ne pas confondre. Et de nombreuses personnes ne sont même pas au courant. Pendant des années, ça peut mettre jusqu'à 10 ans, jusqu'aux premiers symptômes du sida. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important pour nous de vous dire qu'il faut se faire dépister. Et c'est aussi dans cet objectif de sensibilisation que le SIDAction existe depuis aujourd'hui 30 ans. Alors le grand moment du sida, le moment de la prise de conscience, ça a vraiment été, je pense, dans les années 80.
80. Et c'est à ce moment-là que le monde entier a compris la dangerosité de cette maladie et du virus du VIH. Et d'ailleurs, en 2021, il y a un scénariste gallois qui a dévoilé une mini-série sur le sujet. Cette série s'appelle It's a Sin. C'est une mini-série de 5 épisodes de 45 minutes qui nous plonge dans la vie de Richie, de Roscoe, de Colin et de leurs potes. Alors eux, ils s'installent à Londres, on est en 1981. Ils sont homosexuels et ils vont être frappés par le sida qui se propage dans la communauté gay. On va faire la fête tous les soirs. T'as entendu parler de cette histoire? Une grippe qui tue que les homos, ça n'existe pas. Il y a des garçons qui meurent partout dans le monde. Si c'était comme tu dis, ça ferait la une de tous les journaux. Au gouvernement, ils savent tout sur cette maladie, mais ils ne disent rien et ne font rien. Peut-être que vous devriez faire une pause. Et après, tout redeviendra comme avant. Alors, le titre de cette série, It's a Sin, elle n'a pas du tout été choisi au hasard. Alors, It's a Sin, ça veut dire c'est un péché en anglais. Et c'est une chanson du groupe britannique Pet Shop Boys qui est sortie en juin 87. Alors à l'époque, cette chanson, elle avait provoqué l'indignation puisque c'est une critique de l'éducation très, très catholique britannique et ça remet justement la notion de péché au goût du jour. Du coup, ça a du sens par rapport à cette série puisque dans It's a Sin, on voit l'indifférence totale de la société à l'époque à l'égard justement du sida. Il y a aussi de l'homophobie, clairement. Mais par contre, si vous voulez voir cette série, il faut acheter un gros paquet de mouchoirs. Elle est Ouais, non mais déjà, rien que je trouve la bande-annonce, tu sens que tu vas pleurer et que ça va être trop triste. Et je pense que tu t'attaches de ouf au personnage. Tellement, t'as envie de crever. Enfin, ah ouais, je m'en souviens, là, je me vois pleurer dans mon livre. C'est dispo sur quoi? France TV / Okay. Merci Florence. It's a Sin. Et MyCanal à l'époque. Ça, en fait, ça a été lancé en 2021 sur MyCanal et maintenant, effectivement, c'est sur France TV. Ouais. Ok, trop cool. Bah, je vais regarder. Et du coup, tu vois, en parlant des personnages, eux, ils luttent contre la honte, contre l'intolérance et tous ces clichés qui planent autour de cette maladie. Et c'est toi, justement, on va en parler depuis ce matin, depuis tout à l'heure, on en parle. Allez, c'est quoi encore les clichés qui persistent malgré l'avancée de la technologie et des traitements? Alors, on a la pilule du lendemain qui est efficace contre la transmission du VIH. Il peut se transmettre par les moustiques ou par des baisers. Et c'est le genre d'infos complètement fausses qu'on peut entendre sur ce virus depuis les années 80 et encore aujourd'hui. C'est fou parce qu'elle a été découverte en 1983 du coup et dès le départ, il y a eu des campagnes de désinformation. La première nous vient du KGB dans les années... On en reparle. On en a parlé la semaine dernière du coup. Mais dans les années 80, pendant près de 10 ans, ils ont fait croire que le sida avait été développé dans des laboratoires secrets américains. Incroyable. Non mais ça, il y a encore plein de gens qui y croient aujourd'hui. Mais incroyable. C'est fou. Pourtant, on a évolué quoi. Mais bon, en réalité, il a été découvert par une équipe de l'Institut Pasteur à Paris et on sait qu'il est passé d'un animal à l'homme. Bref, ce qui est hallucinant, c'est que ça fait plus de 40 ans, que la science a progressé, mais que les mentalités sont toujours figées finalement. D'ailleurs, en 2009, l'association SIDAction a lancé un sondage pour tester le niveau des connaissances des jeunes Français. Et figurez-vous que l'édition 2023 est la plus catastrophique. Ah mais c'est la plus catastrophique. La désinformation n'a jamais été aussi forte que chez les 15-24 ans. Et c'est juste affreux parce que les idées reçues freinent le dépistage. On estime qu'un tiers des personnes contaminées n'ont pas été dépistées et que la moitié l'est à un stade tardif. Donc avec le sida, parce que pour commencer, et on peut déjà le rappeler, il y a une différence entre le VIH et le sida. En fait, le VIH, c'est le virus qui affaiblit le système immunitaire et le sida, c'est la maladie qui en découle. Donc c'est vraiment quand on commence à développer des signes d'infection et justement, on arrive à ce stade quand on n'a pas eu accès au traitement. Et d'ailleurs, 76% des sondés pensent que le virus peut se transmettre par une personne qui prend son traitement et c'est faux parce que quand on se soigne, on est ce qu'on appelle indétectable. Il y a aussi la PrEP et ça c'est pour les personnes qui sont séronégatives et cette PrEP elle permet d'être protégée quoi qu'il arrive contre le VIH. Exactement, on peut la demander à un pharmacien etc. Et pour rappel, on ne peut pas non plus le contracter par le toucher, non. Toujours dans le sondage, il y a des chiffres un peu inquiétants comme le fait que 17% des gens pensent qu'on peut avoir le VIH en buvant dans le même verre qu'une personne qui l'a. D'autres vont jusqu'à croire qu'on peut l'attraper en s'asseyant sur la même cuvette des toilettes.
ou encore simplement en serrant la main, et j'en passe parce qu'il y en a vraiment des tonnes. Tout ça, c'est encore faux. Les seuls moyens de l'attraper, ce sont lors de rapports sexuels non protégés, par voie sanguine aussi, comme le fait de se passer une même seringue, ou encore de la mère à l'enfant pendant une grossesse, un accouchement ou l'allaitement. Par voie sanguine, d'où le truc des moustiques là. Non, mais... Par contre, ce qui est bien, c'est que les femmes peuvent avoir des enfants sans lui transmettre le VIH si elle est sous traitement. Oui, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est que même certains médecins font les gros yeux, c'est pour dire. Il y a une autre croyance qui a la dent dure, c'est quand ça a été découvert. Et d'ailleurs, la série dont tu parlais, It's a Sin, le montre très bien, c'est que le VIH a été vu comme le, entre guillemets, cancer gay. Ça faisait la une des journaux, etc. Pourtant, sur les 5000 diagnostics par an, la moitié concerne des personnes hétérosexuelles. On a aussi vachement l'impression que ce sont que les jeunes, mais non, 20% des gens découvrent leur séropositivité après 50 ans. Donc c'est tout le monde, c'est tous les âges, c'est tous les genres et c'est toutes les orientations sexuelles. Et ouais, il y a aussi plein de rumeurs qui font perdurer les discriminations contre les personnes séropositives. Bah ouais, d'ailleurs, pour la première fois, l'étude a montré une stigmatisation envers les personnes atteintes du VIH. Une personne sur 4 serait gênée d'apprendre qu'un de ses collègues est séropositif et un tiers des gens seraient mal à l'aise à l'idée de partir en vacances avec quelqu'un qui l'est. En fait, avec ce sondage, tu te rends compte que plus le degré d'intimité est fort, plus les sondés sont discriminants, puisque c'est pour 60% un critère rédhibitoire pour entamer une relation sentimentale. Vous, c'est des chiffres que vous accueillez comment, du coup, de voir les discriminations qu'il y a... en fait, c'est dommage parce que les gens ne sont pas assez informés, en fait. Tu vois, ça, parce que justement, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, tout simplement, tu vois. Moi, en fait, ça me fait de la peine et malheureusement, je comprends les personnes séropositives qui n'ont pas envie d'en parler autour d'elles, à cause de toutes les idées reçues qu'il peut y avoir et tout. Carrément, dans mais la par société, exemple, dans le cas des relations sentimentales dont tu parlais, je trouve que c'est quand même important d'en parler à la personne avec qui t'es, même si dans la loi, il n'y a rien qui t'oblige à le dire si si t'es traité et que tu peux pas transmettre le virus, l'infection. C'est plus pour des questions morales, en fait. Mais moi, je suis hyper d'accord avec toi et je trouve que d'ailleurs, ça vaut pour toutes les maladies. Mais par contre, je comprends la réticence, tu vois, des gens qui le sont et qui ont du mal à le dire parce que, bien sûr. En retour, ça peut vraiment faire tiquer certaines personnes. Et moi, je voyais sur des commentaires sur des forums ou autres ou quoi, des gens qui disaient que c'est même pas un rejet ou de l'ignorance ou quoi, mais en fait par précaution parce qu'ils ont un coup de flip, ils se mettent à avoir des comportements du style mettre 2 préservatifs alors que ça ça sert à rien de faire ça. Et en plus ça peut être plus dangereux. Mais c'est contre-productif complètement. Donc en vrai moi je comprends et tu vois que je trouve que qu'on soit sensibilisé ou pas, c'est une peur qui est archi ancrée. Et pendant mes recherches, je suis tombée sur le témoignage de Loïc. Donc lui, il a appris qu'il était séropositif à 26 ans et il racontait au micro de Brut à quel point il pensait lui-même être un danger pour les autres. Au début, mes premières questions, ça a été mais est-ce que je peux continuer à garder des enfants? Est-ce que c'est pas trop dangereux? J'ai peur de quoi? Peur de les contaminer ou tu vois, que par un accident, tu vois, que je me coupe, un truc totalement qui ne pouvait même pas arriver, mais c'est ça qui fait flipper. Tu te dis, c'est des enfants, quoi. Ça me fait trop de la peine qu'il s'auto-rejette. En tout cas, aujourd'hui, à l'époque du documentaire, il avait un mec, mais c'était pas gagné dans sa tête. Pendant toute une période, en fait, j'étais vraiment... j'avais peur que en fait, ça soit vraiment quelque chose de rebutoire. Et finalement, j'ai réussi à rencontrer quelqu'un et à rencontrer l'amour au final. J'y pense plus, presque plus. Et résultat, on se rend compte qu'on peut vivre presque normalement avec ce virus, mais qu'un des aspects le plus dur, c'est le regard des autres à cause du manque de prévention et sûrement par honte de tous ces jugements malveillants. Il y a 30% des gens qui refuseraient d'en parler à leur entourage si c'était diagnostiqué et c'est hyper dommage. En vrai, je comprends. Je comprends. Vu tous les clichés là que tu nous as sortis. Mais c'est pas eux qui devraient avoir honte, tu vois, c'est nous qui devrions avoir honte de pas l'accepter, de pas... ou d'avoir encore super peur de cette maladie et de pas savoir... en fait, je trouve ça trop dommage qu'on sache pas accueillir ce genre de nouvelles. Ouais, parce qu'on n'a pas été éduqués en fait, tu vois. À part justement pour pendant le SIDAction, voilà, c'est une fois par an. Le SIDAction, voilà, c'est une fois par an. Tu vois. À l'école, on t'en parle au moment de la prévention, mais c'est quoi? C'est 1-2 cours. Ouais, c'est ça. Et on parle de comment s'en protéger, mais on parle pas de l'autre côté, tu vois. C'est ça. Et je pense que juste le fait de dire que c'est une maladie chronique et on va sûrement rencontrer des gens dans notre vie qui sont séropositifs. On en connaît peut-être même déjà sans le savoir, en fait, tu vois.
Parce que ça se voit pas physiquement, tu vois. Se comporter normalement. C'est pas des gens qui ont une maladie, quoi. C'est ça. Et vous savez, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il existe des sites de rencontres qui cherchent à promouvoir des rencontres positives. Ouais. Alors ça concerne des gens qui ont des IST, ça peut être l'herpès génital par exemple. Le site le plus connu, c'est Positive Singles. Donc il y a des célibataires qui vivent avec des MST, ça peut être l'herpès, le HSV1, le HSV2. Et en gros, ce service, il est réputé pour garder confidentielles les données de ses utilisateurs. Et ça, c'est bien, tu vois. Il n'y avait pas aussi un projet d'application il y a quelques années, non ? Exactement, ouais, Flo. En fait, c'est l'infectiologue Olivia Son et le chercheur en parasitologie, donc qui s'appelle Franck Dumet. Eux, en 2022, ils ont annoncé travailler sur un projet d'application de traçage, justement, des IST. Okay. L'objectif, c'est que chaque personne qui souhaite notifier ses partenaires en cas de diagnostic d'IST puisse le faire de façon anonyme, quels sont les contacts de ses partenaires ou pas. En revanche, il faut s'enregistrer par un QR code au moment de la rencontre, soit avant, soit après le rapport sexuel. L'idée, c'est que ce soit très rapide, on scanne et on rentre chez soi. Pour moi, elle comble un manque que j'ai remarqué en consultation quand il s'agit d'annoncer son diagnostic d'infection sexuellement transmissible aux partenaires récents, comme on le conseille de façon assez systématique aux personnes. Il y a un manque au niveau de l'absence de coordonnées. En 2022, il y a beaucoup de rencontres qui se font dans des lieux de rencontres très anonymes, on va dire. Et comment contacter quelqu'un si on n'a pas son numéro de téléphone, si on n'a même pas son nom ? C'est pas la volonté qui manque, c'est juste que c'est impossible de le faire actuellement. Alors vous en pensez quoi ? Trop cool. Moi ça me rappelle trop. C'est une trop bonne idée déjà de une, mais même je trouve ça enlève plein de trucs, genre le fait d'avoir honte de dire à la personne, là c'est anonyme, toi après, soit tu sais, soit tu sais pas, tu vois, mais genre QR code, mais bon, est-ce que les gens pensent à le faire, en fait, ils ont voulu faire un genre de tous anti-Covid. Ouais. C'est ça, mais même ça me rappelle trop, je sais pas si vous l'aviez vu, la série Love Sick. Non, c'est pas le VIH, mais en gros, c'est quelqu'un qui chope un truc et qui se met à faire une liste. Ah ouais. Et qui doit contacter les gens un par un. Et tout. Ça me rappelle grave le Covid. Quand l'assurance maladie, oui, vous avez été en contact avec un tel, alors merci de rester. C'était exactement ça, sauf que là, c'est la version dématérialisée en gros. C'est une trop bonne idée, franchement. C'est une très bonne idée. Bon, alors. Encore aujourd'hui, ça n'existe toujours pas en France. Donc on verra si le projet ira jusqu'au bout. Mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne initiative. Carrément. On verra. 19h34 sur Move. Vous écoutez la pluie et le beau temps. Et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société. Alors pour ce deuxième sujet, on va revenir sur la mini-polémique suscitée par Lina Mayem la semaine dernière. Tout est parti de pas grand-chose. En gros, elle était invitée à donner son avis sur les femmes dans le paysage musical en ce moment. C'était dans un média, donc je vous laisse écouter. Linda, Doria... Aya, Marwa Loud, franchement elles ont tout un potentiel de ouf, tu vois. Weshden, elles ont tout un potentiel de ouf, tu vois. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu, on part sur un autre sujet, mais on n'est pas assez solidaires, je trouve, tu vois, et c'est dommage, tu vois, parce qu'elles ont tout un potentiel et je pense qu'il y a des choses à faire et que les gens ils aiment bien en fait, tu vois, l'union, tu vois. Aujourd'hui quand tu brilles, elles veulent briller toutes seules, c'est malheureux, tu vois, mais c'est réel. Bon alors, c'est le terme potentiel, vraiment c'est ce terme potentiel pour qualifier notamment Aya Nakamura que les internautes ont relevé. Alors il y a eu grave des réactions sur les réseaux, sur X, sur Insta, sur peut-être sur Snap, je sais pas, mais peut-être sur Telegram, sur Reddit, par SMS, sur e-message, sur WhatsApp, en mail, par courrier recommandé. En tout cas, il y a eu voilà les réactions pour vous permettre de comprendre le point de vue des internautes. J'ai choisi de vous passer l'extrait d'un TikTok qui résume ce que beaucoup pensent. C'est que depuis le début de sa carrière, Aya en fait elle se fait attaquer par tout le monde, sur son physique, sur ses paroles, sur le fait qu'elle est pas audible. Enfin, elle a reçu des vagues d'attaques venues de partout, d'internet, des médias, de la télé, des radios, et c'était non-stop. À ce moment-là, on n'a pas entendu vos noms pour la défendre. On vous a pas entendu en fait. Et c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, vous demandez de la solidarité et vous demandez du soutien, souvent parce que tu as un projet à venir ou parce que tu veux avoir des projets à venir. Mais quand la go était là en train de se faire lyncher par tout le monde là, t'étais où? T'étais en train de faire tes feats avec Marwa Loud. Donc pourquoi aujourd'hui je continue pas à faire tes feats avec Marwa Loud comme tu les faisais avant et tu laisses le monde tranquille? C'est toi. Nous, faut voir notre tête de maquerelle, on est là. Oh on est en bénévole, Daya, là. On se retient, on est en mode wow, Dagui.
En tout cas, les avis sont grave mitigés parce que moi, dans les commentaires, j'ai lu 2 écoles. En gros, il y a l'école Aya n'est pas votre camarade, ok c'est pas juste un potentiel, elle est beaucoup trop loin. Déjà, je rappelle juste à titre informatif qu'Aya, c'est la seule femme qui s'est imposée dans le top 20 des meilleurs albums en 2023 en France. Et de l'autre côté, il y a aussi d'autres internautes qui disent que Lina Maya n'a rien dit de mal. En gros, il y a juste du level. Donc venez, on s'unit pour tout péter en France, en fait. C'est quoi votre avis ? Après, moi, je pense qu'elle a été maladroite, en vrai. Mais là où je suis d'accord avec le gars dans la vidéo, c'est que, évidemment, elles n'étaient pas là quand elles se faisaient lyncher, tu vois. Donc c'est pas ouf, quand même, d'avoir cette attitude-là et de... Ouais, moi, je pense que ce qui a beaucoup dérangé les gens, c'est le côté un peu opportuniste, tu vois. C'est que, d'accord, elle se faisait lyncher et tout, mais c'était pas encore le phénomène que c'est aujourd'hui, Aya. Et elle était validée par moins de médias. Et maintenant que c'est vraiment que tout le monde est d'accord sur ça, bah il y a ce truc de putain, nous nos albums ils marchent peut-être un peu moins. Tu te souviens de nous, viens travailler avec nous. Et il y a ce truc aussi de quand elle était un peu dans la merde dans les médias, que ça l'a rabaissé un peu, il y avait personne pour la défendre. Je trouve que ça manque d'humilité aussi, tu vois, de dire ça comme ça, c'est un peu enfin elle est quand même pas inférieure, j'aime pas le mot, mais tu vois, elle est pas inférieure. Non, mais en termes de phénomène et d'impact, c'est différent, quoi. Mais par contre, personne n'a tilté sur les autres blazes. Parce qu'elle en a dit d'autres, en fait. Non, donc, mais dans le sens où... C'est quoi votre avis ? Ouais, mais je trouve que c'est des carrières un peu similaires, tu vois. C'est des succès qui restent nationaux. Ouais. Alors qu'Aya, c'est quand même l'artiste française, genre féminine, la plus écoutée à l'étranger. Donc vous, la polémique, elle vous a pas choqué ? Bah, moi, ça me fait chier qu'elle se fasse lyncher, cette meuf, tu vois, vraiment. Moi, je pense qu'elle a été maladroite. Mais je pense aussi que c'est de la maladresse. Et je pense, et j'espère, qu'elle s'est pas dit... Aya, elle nous fait pas croquer parce que non, on est au même niveau, je comprends pas pourquoi elle nous fait pas croquer, quoi. Je pense vraiment pas que ça soit ça qu'elle. Moi j'ai vraiment perçu ça en mode, tu vois, on est toutes passionnées par la musique, genre venez, on fait un truc en genre on se fait un délire. Tu vois, on se fait un délire entre chanteuses, entre meufs qui kiffent, on est toutes connues, ok, bon, chacune a un level à son niveau, mais voilà, venez, on se fait un truc juste pour le kiff. Mais dans ce cas-là, dis, venez, on se fait un truc pour le kiff. Et dis pas, t'as du potentiel, pourquoi pas ? Pourquoi tu veux on a tout du potentiel, vous percez, vous voulez pas croquer, c'est un truc comme ça. Enfin, on croque pas tout ou un truc comme ça. Ouais, bah je sais pas, il y a eu plein d'interprétations. Dis-moi, j'aimerais trop qu'il y ait un projet 100% féminin, tu vois. Ça serait cool en vrai, un projet 100% féminin. Mais bien sûr, et c'est trop dommage parce que ces meufs-là, par exemple, elles mettent pas forcément en avant Lazuli et Engie qui ont fait un projet commun. C'est un des premiers depuis des années, qui est super bien. Bah, mettez en avant ce genre d'initiative aussi entre vous dans ce cas-là. Je suis totalement d'accord. En tout cas, c'est vrai que la rivalité féminine, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Enfin, ça revient souvent. C'est pas la première fois qu'on en parle ici. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait un sujet sur le grand retour de Beyoncé et son album 100% Country. Et du coup, après l'annonce de ce retour, les gens ont commencé à dire qu'elle était là pour éteindre qui ? Taylor Swift, et c'est la chouchou des Américains pour le côté country, entre autres. Bref. Et du coup, ce sont 2 superstars américaines qui font des ventes phénoménales. Et ben, elles sont automatiquement mises en compétition. C'est trop chiant. Tout le temps. Flo, Taylor Swift, elle s'est exprimée à ce sujet. Ouais. Elle a dit, je cite, il y a eu tellement de tournées de stades cet été, mais les seules qui ont été comparées étaient celles de Beyoncé et moi. Il est clair qu'il est très lucratif pour les médias et la culture des communautés de fans d'opposer 2 femmes, même si les 2 artistes en question refusent de participer à cette discussion. Bah alors, c'est pareil aussi, c'est totalement vrai et c'est pareil pour la France. Nous, dans notre émission du 23 janvier, on vous a expliqué pourquoi il faut vraiment arrêter de comparer Shai à Diams. C'est toi, Leïla, t'avais poussé ton coup de gueule. Les 2 époques sont totalement différentes, les 2 personnes sont totalement différentes. Imaginez maintenant, Diams, elle aurait encore été ici, sur le devant de la scène, dans le rap. Comment elle aurait pris le truc ? Genre, ça y est, parce qu'on fait toutes les 2 du rap, on est mis en compétition. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, moi, je trouve que c'est le public aussi qui contribue vraiment à la mise en place de ces rivalités. On est d'accord ? Carrément. Bah, c'est eux qui poussent et qui n'ont pas... Mais ouais, c'est même, par exemple, quand il y a une embrouille entre 2 personnes, que ça soit mec et meuf, ou c'est souvent les gens autour à qui tu racontes l'histoire qui te rengrènent dans le truc. Oh, ça et tu sais là, quoi, mais il s'est passé ça. Et c'est à force de raconter le truc à des personnes extérieures que le truc, il s'aggrave. De ouf. Donc, je pense que c'est le même principe, quoi. Moi, je pense aussi. Mais c'est vrai que
aussi loin que je me souvienne, dans les contes de fées, dans notre enfance, dans les films, dans les médias français, même à Hollywood, et ben les femmes, elles sont toujours présentées avec une rivale, même quand elles ont pas de contentieux, elles ont rien entre elles, elles sont chill. Du coup, là, on vient de vous parler du milieu de la musique, mais c'est vrai que la musique, ça reste dans tous les cas un travail pour ces chanteuses. Ça reste le milieu du travail. Alors, Flo, j'ai une question pour toi, dans sa globalité, pas forcément dans la musique. Comment est-ce que la rivalité féminine se manifeste ? Ah bah, les femmes, elles sont des loups pour les femmes. Hein. Et pour comprendre la sororité, faut prendre conscience de sa petite jumelle maléfique, du coup, la rivalité féminine. Apparemment, les femmes, dans le monde du travail, malgré le fait qu'elles soient encore discriminées, ne sont pas solidaires avec les autres. Résultat, les plaintes pour harcèlement moral viennent en majorité des femmes, mais les harceleurs, par contre, respectent la parité. Tu vois. Du coup, je pense qu'on a tous en tête quelqu'un qu'on considère un peu comme notre Miranda Priestly. Du coup, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est le personnage incarné par Meryl Streep dans Le Diable, ça vient Prada. La sorcière. Qui est une vraie peau de vache, enfin vraiment peau de vache. Et au-delà de ça, que celle qui n'a jamais considéré une collègue comme une menace et bitché sur elle me jette la première pierre, parce que vraiment, ça n'existe pas. Bref, on a toutes déjà perpétué le sexisme parce qu'on intériorise le fait que les places coûtent cher. Et c'est triste puisque c'est énorme, 88% des femmes préfèrent taffer pour un homme plutôt que pour une femme, puisque ces dernières seraient plus méchantes. Est-ce que c'est votre cas ? Moi, c'est un truc que j'ai souvent entendu. Genre, même on m'a souvent prévenu dans la vie de tous les jours et tout, mes grandes cousines ou un truc comme ça, c'est fais attention à tes collègues, genre un peu plus vieilles. Ouais. Tu vois ou pas ? Genre, elles sont toujours un peu piquantes. Surtout, il y a un truc de toi, ça va plus vite parce qu'elle a galéré à aller. Oui, voilà. À son époque, c'était plus compliqué. Et il y a ce truc de méfie-toi de ta vieille collègue, entre guillemets. Mais après, genre, perso, j'ai encore jamais eu de mauvaise expérience avec une meuf plus âgée que moi dans le taf. Donc, c'est un truc auquel je pense pas trop. Mais c'est un truc dont on me dit de me méfier quand même. Ouais. Mais après, tu vois, le truc, c'est qu'on a tellement appris aux femmes à douter d'elles-mêmes qu'elles finissent par douter des autres aussi, en fait. Par exemple, là, je reviens de Grèce et là-bas, tu peux encore entendre que se faire opérer par une chirurgienne, c'est pas safe. Ouais. Et en fait, ce genre de mentalité, ça fait que dans la tête d'une nana qui arrive à se hisser à ce poste et obtenir de la reconnaissance, forcément, elle va être persuadée d'être l'élue parmi les autres, tu vois. Ouais. Et finalement, c'est typiquement de l'autodéfense, en fait, qui consiste à prendre du recul et, en fait, hop, j'ai pas envie d'appartenir à ce groupe qui est dénigré, presque avoir honte d'être une femme. Et en face, une femme qui a trop d'assurance, bah, ça a tendance à agacer, puisque parfois c'est juste qu'on n'ose pas être comme elle. On se dit, la jalousie. Ça, c'est la jalousie. C'est vrai. Ça, c'est la jalousie. Ouais. Et aussi, ça peut être le fait que s'affirmer, ce soit pas perçu de la même manière, tu vois, qu'on soit un homme ou une femme. Une attitude autoritaire, limite agressive, c'est normal pour un homme, évidemment. Mais une femme, on lui reproche parce que selon la société, on est censé être toute douce. Ouais. Après, ça va plus loin parce que 95% des femmes déjà pensent qu'une autre femme a déjà cherché à lui nuire dans sa carrière. Mais ouais, c'est énorme. Hein. Et ça traduit grave de ce qu'on appelle le syndrome de la reine des abeilles. Okay. C'est beau en tout cas. Grave. C'est un concept. Moi, je dis Queen Bee. Beyoncé. Ah non, elle est pas comme ça. Attends. Non, je sais pas, je la vois pas en Snake. Tu la vois en Snake? Je la vois grave en Snake. Vous êtes sérieux? Non. C'est un autre débat. Queen Bee, tu la vois en Snake? Je la vois en mode, bitch, personne va prendre ma place ici. Grave. Oui, mais est-ce qu'elle met des bâtons dans les roues? Je pense pas, tu vois. Mais attends, j'explique pour les gens ce que c'est la reine des abeilles, comme ça, eux, ils nous disent. Ils nous diront si Queen Bee, c'est une. Avant que les abeilles nous mettent dans la sauce, là. Vas-y. Du coup, c'est un concept qui date de 1973. Il a été développé à l'université du Michigan. Et l'idée, c'est qu'à l'image de la reine des abeilles, du coup, qui laisse aucune chance de survie à ses adversaires dans les alvéoles, donc pas Beyoncé, une femme qui réussit dans un milieu d'hommes aurait du mal à aider d'autres femmes et pire encore, aurait envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, c'est pas féminin, mais c'est simplement qu'on a toutes grandi avec l'idée d'être la plus belle, la première de la classe, la chouchoute, etc. Et il y a aussi des théories sur le rôle de la relation mère-fille. En fait, toute femme est la mère d'une... Enfin, non, toute fille est la mère d'une fille. Toute femme est la fille d'une mère, ok. Toute femme est la fille d'une mère. Ok. Donc, c'est la première relation d'emprise qu'on a. Et selon les experts, le rapport qu'on a avec une chef est assez similaire de celui avec notre mère. Ah bon? Donc, ouais. En fait, à un moment donné, on veut de l'indépendance et plus avoir à soumettre à une forme d'autorité maternelle, tu vois, c'est un peu un Oedipe féminin. Okay. Et inconsciemment, on ne ressentirait pas la même chose à être rabaissé par une femme que par un homme. Vous ressentez pas ce truc-là? Moi, en fait, une meuf, vraiment, je vais me sentir plus piquée et je vais peut-être être plus susceptible. Grave. Tu vas te sentir trahie. Ouais, parce que tu vas dire, la solidarité féminine, c'est comment? Un pic d'une meuf, je vais plus mal le prendre et je suis plus apte à répondre en mode qu'est-ce qu'elle a, elle, tu vois. Mais moi aussi, au-delà de ça, j'ai trop envie de rendre fière d'autres meufs
plus grande. Moi, genre, je préfère avoir la petite sister. Non, mais c'est comme, tu vois, un compliment d'un mec qui va te dire que t'es jolie, t'es en mode ouais, merci. Mais une fille, t'es en mode ah bon, tu es trop jolie. Ouais, soutien, ouais. C'est vrai que ça fait plaisir quand une meuf vient te dire un compliment dans la rue. Toi. C'est sincère, ça. Ouais. Et en tout cas, il y a tout un tas d'explications, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas une histoire de conditions féminines, mais c'est vraiment des comportements qui sont poussés par la société. Et je pense que le plus important, c'est surtout de comprendre qu'en fait, s'aborder le travail des autres femmes, ça nous nuit aussi. Et maintenant qu'on sait ça, il faut essayer de prendre conscience de ses propres comportements. Tu vois, si on bitch sur, je sais pas, Martine à la machine à café, il faut arrêter. Et apprendre à admirer plutôt qu'à envier. Et c'est une ancienne pick-me qui parle. Ça, on va en parler de la pick-me. On va en parler, restez connectés. Et d'ailleurs, il y a plusieurs techniques d'entraide. Ouais, comme les techniques de l'amplification. Donc pour la petite histoire, à l'époque, les conseillers de Barack Obama ont remarqué que leurs collègues masculins piquaient leurs idées ou les mettaient sous le tapis, classique. Et en réponse, pour contrer ça, dès qu'une proposait une idée, les autres la répétaient jusqu'à ce que ça rentre et qu'on sache d'où ça vient. Et c'est hyper facile à mettre en pratique en réunion ou je sais pas où. Bien tu ça. vois. Ouais, trop stylé. Et puis au-delà de ces techniques d'entraide, il y a aussi de plus en plus de réseaux comme Women and Podcast, par exemple. C'est le premier réseau dédié aux femmes créatrices de podcasts. Il a été fondé par Chloé Ancelin, Céline Spielmaker, Mouret et Mélanie Vaseux. Et je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir des femmes se valoriser entre elles et montrer que la sororité, c'est pas qu'une fraternité au féminin. Ah ouais, ça c'est beau. Ça, on valide. Non, là, le c'est vraiment solidaire. Flow, président. Non, mais en tout cas, la sororité, moi, c'est un concept que je kiffe. J'aime trop. Ça me fait kiffer en fait de voir des initiatives d'entraide entre meufs, tu vois, et notamment dans le milieu pro, parce qu'on sait que ça peut être difficile déjà d'être une meuf, d'avoir un travail, tu vois. Regardez, nous, on travaille entre meufs. Hein. Mais oui, c'est ça. Ils vont kiffer ou pas? Et les gens, est-ce que les gens ça a été chaud. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande souvent, genre quand vous dites que vous faites une émission genre avec 2 filles, est-ce qu'on vous dit ah mais ça c'est comment l'ambiance et tout? Moi, après moi je suis trop dans des cercles, donc au contraire tu sais on me dit en fait non, parce que moi mon cercle ils nous écoutent, donc ils sentent, tu vois. Ils sentent, donc c'est pas quelque chose qu'ils demandent. Moi on m'a souvent demandé si ça se passe vraiment bien ou avec si genre les on filles, joue un rôle ou vous faites un peu semblant de bien vous entendre. Bah écoutez, c'est un scénario comme vous pouvez constater. Dès qu'on arrive on dit action. Et dès qu'on part on se hait. non mais de toute façon il y a des trucs c'est soit c'est naturel soit pas, surtout pour ce genre de programme, tu vois. Moi je trouve si ça allait pas c'est l'émission OK, mais après c'est non mais dans le sens où si t'es pas en mode sororité, les meufs qui sont avec toi, genre le courant il passe pas, c'est pas t'es pas une girls. C'est juste que pas une pygmée non plus. Imagine on s'effaçait nos chroniques genre si tu fais ça pour être la plus forte. T'es en mode non, je ne veux pas que mes collègues réussissent. Mais si le courant il était pas passé, écoute c'est la vie, on peut pas s'entendre. C'est une dinguerie ça. Imagine tu viens, tu modifies l'émission. C'est une dinguerie. Vous savez pas, on est en direct les gens là. Non c'est trop. Bon en tout cas je vais vous donner d'autres exemples de meufs comme nous qui se saucent. J'ai ma copine Imen Drazia sur les réseaux sociaux. Elle a créé Girls Job pour permettre aux meufs de trouver du travail et de s'entraider. Ça c'est cool. Girls Job aujourd'hui c'est la plus grande communauté de femmes qui s'entraident pour trouver du job étudiant qui a du sens. Il y a aussi Élise et Julia, donc elles, ce sont 2 amies entrepreneurs. Aujourd'hui, elles sont à la tête d'une agence de création digitale et elles bossent avec des grandes marques. Franchement, chapeau, bravo. Elles ont aussi sorti leur podcast qui s'appelle Coming Out. Et aujourd'hui, elles font plein de choses et carrément, elles acceptent aucune interview l'une sans l'autre. Elles travaillent ensemble et franchement, ça fonctionne plutôt bien puisque elles se complètent. C'est que tu vas dans la même direction, donc nous on va dans la même direction de pensée, donc ça y va quoi. Après, vous auriez pu, entre guillemets, ne pas avoir la même façon d'envisager la chose, de ouf, pas forcément avoir des capacités complémentaires, ceci, cela, mais en fait, mais c'est pour ça ça match quoi. Ouais, en fait c'est ça. Je peux même pas l'expliquer quand on me dit mais alors raconte ta meilleure amie, parce que je sais que j'ai des potes qui ont essayé de se mettre ensemble, des meilleurs potes, et ça c'est tellement mal fini. Mais c'est une question de, franchement, je peux même pas l'expliquer. Non c'est ça. On a une espèce de fit, ouais c'est un fit quoi. Ouais c'est un fit. Et derrière il faut trouver la bonne personne avec qui travailler. Mais quand on trouve un truc avec des amis, elles ont raison, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, soit ça casse. C'est comme la coloc. C'est vrai que je trouve que c'est plus différent de trouver des projets féminins, mais moi j'ai bossé chez Louis Média et ça aussi c'est une histoire d'amitié entre Charlotte Puzlowski et Mélissa Bounois et ça marche. Cool, moi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir à entendre les filles. Faut continuer à se soutenir. Vraiment, déjà la société patriarcale, on souffle. Alors vraiment, continuez. On souffre tout ensemble. On est pas vont souffrir. Alors là, on vous parle de rivalité féminine.
Ça ne bouge pas, vraiment, c'est le fléau que toutes les femmes ont déjà connu. Et juste avant ce classique de Vita, qui nous parle d'une trahison d'une meilleure amie, Flo, toi, tu nous as parlé de la compétition dans le milieu professionnel. Aïe, ouais. Le syndrome de la reine des abeilles. Ouais, vraiment, cette go-là qui vient donner des bâtons dans les roues. Yes. Voilà, alors ça, c'est un concept, la reine des abeilles, mais il y a aussi une autre typologie de meuf, et Flo, t'en as parlé vaguement tout à l'heure. C'est celle qui écrase, c'est celle qui écrase les autres pour se mettre en avant. Moi, j'ai une copine qui est sur TikTok, elle s'appelle Sania Asna, et elle les imite très très bien. Genre meuf, ça sert à quoi tous ces trucs-là, des pinceaux? Mais tu vois, c'est de la peinture, meuf, regarde tous les pinceaux. La honte, ça me dégoûte, genre. Ça sert à quoi? Ah, ça me dégue. Ah, je suis sûre, moi je fais pas le maquillage. Non, moi je suis trop une meuf naturelle. Ouais, moi je suis grave naturelle. Mais meuf, t'as pas peur pour ton futur mec? Bah, je sais pas, il s'endort avec Fatima, il se réveille avec Farouk, enfin... Après, moi, je juge pas, tu fais ce que tu veux, Juste que moi, même du mascara, je sais pas mettre. Bah ouais, moi, je suis trop un mec. Ouais, je suis trop un mec. Bref, du coup, avec les mecs, on va aller faire un foot. Et toi, bah vas-y, bah toi, faire tes trucs de meuf, quoi. Ça me dégue. Ces meufs, elles ont un surnom et on les appelle les pick-me. Ouais, j'avais trop hâte qu'on parle de la pick-me. Donc, pour ceux qui savent pas, je réexplique. La pick-me, c'est la femme qui va dénigrer les comportements vus comme féminins dans la recherche de validation masculine. Donc, c'est celle à qui on doit donner une médaille parce qu'elle se maquille pas. Parce qu'elle s'entend plus avec les mecs et les filles parce qu'ils sont plus drôles. Non, mais que les filles sont plus hypocrites. Voilà, les filles. Mais je sais pas pourquoi les meufs elles me détestent. Ça, c'est le genre de phrase que... Voilà. Ouais, sûr, d'accord. Est-ce que vous avez déjà croisé la route de Pick Me? Mais tellement de fois. Mais elles sont partout, Mais moi aussi, j'ai l'impression elles sont partout, comme les cafards et les puces de lit à Paname. Elles mais sont vraiment, c'est un fléau, ça. Non, mais tu vois, moi, le naturel, en fait, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça me va mieux de pas me maquiller. Ouais, ou tous les trucs du genre. Moi, je sais que, genre, quand je faisais mes études, j'avais un job étudiant, quoi. Et il y avait une meuf qui était en mode venez voir, on travaille à 7h, mais Leïla, elle a quand même pris le temps de se maquiller. Ouh là là, moi, je préfère dormir que de me maquiller, quoi. Tu vois, c'est tous ces trucs comme ça. On n'a pas le temps, en fait. Et du coup, le terme pick me, ça vient de l'anglais, ça veut dire choisis-moi. Et en fait, c'est clairement le fait de vouloir être choisi ou de se faire apprécier en dénigrant son concurrent ou sa concurrente. Et en gros, à l'origine, c'est un terme utilisé sur Twitter par la communauté afro-américaine pour parler des femmes misogynes qui valorisaient le fait d'être une épouse traditionnelle. Et petit à petit, c'est un terme qui s'est propagé. Et la signification a été étendue. Et aujourd'hui, c'est un hashtag qui compte plus de 3 millions de vues sur TikTok à cause des trends du genre je parle comme une pick-me. Vous êtes déjà tombé, vous, sur ce genre de... sur cette trend-là? J'ai vu la vidéo de ta ma copine. Pote. Ouais, exact. Ouais. Mais du coup, cette pick-me, là, c'est une meuf qui aime pas les meufs. Ouais, la pick-me... Je sais même pas si elle aime pas les meufs, elle est pas vraiment anti-meuf, mais elle se sent juste en compétition avec les autres meufs parce qu'elle veut être la seule qui se démarque et qui doit être choisie par les mecs. Et c'est trop bizarre parce que c'est un mélange du coup de manque de confiance en soi et de vanité. Ouais, après, je tiens à préciser qu'on critique pas la pick-me, sinon ça fait de nous des pick-me en vrai. Non, on n'est pas des pick-me. Donc on est... Non. Mais c'est pas sa faute. Non, mais en vrai, c'est du second degré, tu vois. Ouais, mais moi je pense que aussi cette compétition entre meufs, c'est un truc qui arrange aussi le patriarcat. Mais c'est sûr. En fait, plus on est divisé, plus justement, ça sert pour ça qu'on ne critique pas les pick-me. Plus ça sert au patriarcat. Et en fait, la pick-me, c'est la représentation de la misogynie intériorisée parce que ça réduit la femme au fait qu'elle soit chiante, ça nourrit la haine et la rivalité entre les meufs et surtout ça réduit la femme à la validation des hommes comme si tout ce qu'elle faisait c'était pour leur plaire et ça arrange encore plus dans le cas des antiféministes comme Thaïs Descuffon qui est la pick-me française, là on peut le dire, où par exemple, les femmes contre l'avortement sur les réseaux sociaux, elles préfèrent soutenir un système patriarcal plutôt que le droit des femmes. Soutenir la suppression du droit à l'avortement, c'est soutenir les hommes qui dirigent et qui pensent que les femmes, elles peuvent pas disposer de leur corps. D'ailleurs, il y a même des célébrités qui souffrent de cette image qu'on leur a donnée sur les réseaux. Ouais, Taylor Swift, on en parlait tout à l'heure, même si dans une de ses musiques, genre You Belong With Me, elle se bat pour l'amour d'un mec en disant qu'elle porte des t-shirts et que sa rivale porte des mini-jupes, je pense que c'est un peu léger pour qu'elle ait l'image de la pick-me mondiale. Et c'est un peu pareil pour Kendall Jenner, je sais pas si vous voyez, c'est la petite sœur des Kardashian, et donc elle est mannequin, elle est super belle, mais elle fait que accentuer le fait que ça reste un garçon manqué, qui est passionné par les animaux, qui n'aime pas le maquillage, qui est très naturel et qu'elle
elle est surtout pas comme ses sœurs. Et c'est trop bizarre parce que la mannequin Cara Delevingne, je sais pas. Delevingne, ouais. Bref. Donc c'est une mannequin, elle qui est homosexuelle et qui se revendique aussi garçon manqué, qui aime pas du tout les photos, le glamour, etc. Mais elle est pas du tout traitée de la même manière sur les réseaux. Et du coup, on peut se demander si c'est à cause de son orientation sexuelle et comme si un peu la pick-me, elle devait forcément être hétéro. Mais bref, je rappelle que la pick-me, c'est un truc à prendre au second degré. On rigole, on se moque, on en fait un peu une caricature. Mais en gros, si on aime les jeux vidéo, qu'on aime rester avec des garçons, qu'on s'entend moins bien avec les filles, qu'on aime le sport, la nature, qu'on n'ait pas maquillage, coiffure, bah ça fait pas forcément de nous des pick-me. Mais par contre, descendre les meufs, pour les mecs, un peu quand même. Est-ce que vous avez déjà fait la pick-me ? Non, ça c'est un truc que je déteste. Non, mais attends, rabaisser une meuf devant un gars pour un gars, mais jamais. Jamais. Moi, je pense que plus tu vieillis, plus tu deviens une girl. Ah ouais. Mais je pense que quand t'es jeune, mais moi, t'as au des lycée, comportements mais la pick-me. reine. T'étais la reine des pick-me ? Bah ouais, mais je suis trop contente d'avoir trop basculé, tu vois. Mais moi, il y avait un pas truc, reine des pick-me, mais j'étais pareil, la petite meuf qui reste avec ses copains garçons. Donc forcément, j'étais en mode, moi, je suis un peu pas comme les autres. En tout cas, il y a aussi les mecs qui se prennent pour des qui se font les pick boys. Ouais, les pick me boys. Eux aussi, c'est pareil. En fait, eux, le concept est simple. Ils veulent juste se dévaloriser, en fait, pour avoir la sympathie des meufs. Franchement, moi, je vomis personnellement. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste, vraiment. Bonsoir à tous. C'est la deuxième partie de La pluie et le beau temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société sans tabou. Je suis toujours avec Flo et Leïla. Salut. Et pour cette deuxième heure, alors je vais vous parler d'un concept qui a été lancé vendredi dernier par l'application Hitch. C'est le Hitch Bike, le nouveau service de course à vélo avec chauffeur. Alors le principe est simple, ce sont des vélos écologiques qui sont directement inspirés des tuk-tuk. Alors eux, ils peuvent prendre jusqu'à 2 passagers et en gros, c'est juste pour la ville de Paris intramuros. Ils proposent une alternative plus rapide, économique et surtout écologique. Et pour ceux qui ont un petit budget, il y a une réduction de 20% sur le coût par rapport au VTC classique et du coup, effectivement, ça peut aller plus vite qu'une voiture, surtout dans les heures de circulation qu'on connaît à Paris, parce que eux, ils sont autorisés à utiliser les pistes cyclables et donc ça ne concerne uniquement que les trajets intramuros. Alors pour l'instant, on compte une 40aine de véhicules à 2 places qui sont remorqués par un vélo électrique. C'est disponible que le week-end et la société Hitch envisage, pourquoi pas, d'étendre l'offre si jamais ça fonctionne. Alors déjà, avant de continuer, vous en pensez quoi de cette nouvelle offre à vélo ? Non mais moi ça m'énerve, mais je me dis, donc toi t'es là, tu sors de boîte, je sais pas quelle heure il pleut, tu es dans ta petite cabine comme ça, il y a un gars qui va rouler. Non, mais la première réaction que j'ai eue quand on a parlé de ça, c'est de l'esclavage. Ouais, moi ça m'a choqué aussi. Ouais. Genre, je me sentirais trop mal à l'aise de te faire conduire par un mec qui... comme j'irais pas prendre un tuk-tuk à l'étranger, j'irais pas prendre un mec qui est sur son vélo à Paris. Ouais, je vois. En tout cas, ce service de vélo avec chauffeur à la demande, sachez un truc, les filles, ça prend du terrain, puisque déjà en octobre 2022, il y avait un service qui a vu le jour. Vous connaissiez ce service ? Ça s'appelle Turtle. Non. Ça s'appelle Turtle et c'est sur Paris. On écoute Aymar de Ravignan, c'est le cofondateur de l'entreprise. Turtle, c'est un service de vélo-taxi à assistance électrique réservé via une application. L'idée, c'est de proposer un trajet moins cher, plus rapide et plus écologique que les alternatives de VTC et taxi. Du coup, depuis 2 ans, cette entreprise, elle continue son expansion. Et d'ailleurs, dans la perspective des JO, le fondateur, il a pour projet, les fondateurs, ils sont 2, ils ont pour projet de déployer une flotte de plusieurs centaines de véhicules Turtle pour devenir la référence des taxis vélos en France. Mais du coup, il faut un permis spécial ou il faut juste savoir faire du vélo ? Alors, pour Turtle, il y a une sélection quand même et ils doivent suivre une formation. Pour les chauffeurs de vélo Hitch aussi, dont on a parlé, ce que je sais, c'est qu'ils doivent passer une formation de 8 heures pour apprendre à maîtriser la cabine. D'ailleurs, cette cabine, elle est équipée d'une batterie de rechange pour une autonomie de vélo électrique de 10 à 12 heures. Non, mais déjà que les taxis étaient en guerre avec les chauffeurs VTC, maintenant ils vont être en compète avec les vélos, quoi. Ouais, non mais grave, ça va jamais se terminer cette histoire. Aujourd'hui, il y a une volonté quand même de passer à des modes plus écolos. Après, ok, c'est beau de multiplier toutes ces offres, mais si les voitures sont encore plus nombreuses en ville, je pense pas que ça va encourager forcément à arrêter la voiture pour prendre le vélo. En plus de ça, moi je trouve que c'est pas hyper sécuritaire. En tout cas, Flo, là, t'as parlé des chauffeurs VTC. Bien vu, parce que eux aussi, ils sont aussi dans l'obligation de se mettre au vert. Déjà, pas plus tard que vendredi dernier, donc la société Uber, cette fois-ci, elle a annoncé vouloir faire un geste pour ses chauffeurs. Mais en fait, c'est surtout pour les encourager à acheter un véhicule électrique. Je vais vous expliquer, en fait, avant, jusqu'en 2023, les chauffeurs VTC, donc les professionnels, avaient droit à une subvention de 3 000 €. Et ça, c'était une aide pour l'achat d'un véhicule, mais c'était avant, parce que maintenant, ce bonus a été supprimé. Du coup, pour compenser cette
cette perte, Uber a décidé de faire un geste pour tous ces chauffeurs qui souhaitent acheter une voiture électrique. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner des crédits de recharge pour les bornes électriques d'un montant équivalent au bonus perdu. Non mais en gros, c'est on vous soutient pas, mais par contre on vous donne un petit lot de consolation. C'est clairement ça, on est à la kermesse. La carotte. La carotte, clairement. Pas très cuite du coup. Et pour eux, c'est un coup de massue parce que contrairement à eux, les chauffeurs de taxi bénéficient d'une aide forfaitaire de 6 000 balles. Ils ont droit à 6 000 €. Alors les chauffeurs VTC se plaignent de plus en plus des restrictions qu'on leur impose et ils disent ne bénéficier d'aucun soutien. J'ai recueilli le témoignage de l'un d'entre eux. Ricardo, c'est un professionnel du métier depuis 5 ans. Il a sa propre société de transport VTC. Ça marchait plutôt bien au début, mais il a vu les changements s'opérer au fur et à mesure des années. Alors moi, j'ai commencé en 2019, un peu avant le Covid. Ce qui m'a poussé à devenir chauffeur, c'est parce que du coup, avant ça, j'étais commercial et je passais des heures sur le terrain pour très peu. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me réorienter. Je me suis orienté dans le métier de chauffeur. Et en effet, j'ai très facilement atteint des sommes que j'aurais pas espérées. Je faisais entre 1 200 et 1 500 € semaine, ce qui était vraiment plutôt pas mal. Mais avec le temps, la réalité des choses, c'est que le métier s'est vraiment dégradé, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a énormément moins de clients et les prix tout simplement des courses ne suivent plus du tout. Les gammes des véhicules sont vraiment restreintes. Par exemple, avant, on avait le droit au diesel, on n'a plus du tout le droit au diesel. Maintenant, c'est soit de l'essence ou du hybride. Et encore, c'est limité dans le temps à 6 ans pour l'essence et 10 ans pour les hybrides. Donc, c'est très, 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 très difficile aujourd'hui. Et franchement, pour espérer une longévité, une prospérité dans ce métier-là, c'est quasiment impossible. Alors Leïla, chauffeur VTC, c'est un changement professionnel pratiqué par beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup aussi de jeunes de banlieue. Ouais. On vient de l'entendre dans sa globalité. Aujourd'hui, dans le métier, il y a une grosse désillusion. Ouais, et en fait, il y a différents types de chauffeurs sur des applications comme Uber. Il y a les chauffeurs VTC et les capacitaires. Donc, les capacitaires, c'est ceux qu'on doit de conduire minimum 2 passagers. Et en gros, eux, c'est des chauffeurs qui travaillent à leur compte et qui ont suivi des formations et qui ont investi au moins 5 000 € dans une espèce de licence. Et en fait, il y a une autre catégorie pour laquelle il n'y a pas de nom et pour laquelle il suffit juste d'avoir le permis. Et cette catégorie-là, elle a été créée par Uber dans un souci de rentabilité. Et c'est une catégorie qui a séduit beaucoup de jeunes issus de quartiers populaires qui l'ont utilisé comme une vraie opportunité pour changer de vie. Parce qu'avec Uber, ce qui est cool, c'est qu'on ne souffre pas de discrimination à l'embauche. On ne prend pas en compte le casier judiciaire, par exemple. Donc pour eux, c'est un moyen de gagner plus d'argent en travaillant aux horaires qu'ils veulent et surtout à leur compte. Et c'est un peu le rêve aussi que vend Uber, surtout que certains ne sont pas diplômés et quittent des métiers pénibles. Donc ils se disent qu'être au chaud dans une voiture et conduire toute la journée, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal, mais après ils déchantent quand ils apprennent la réalité du métier et c'est surtout au niveau des horaires. Ouais, il y a un gros écart entre la réussite promise par Uber et la réalité des chauffeurs. Certains travaillent jusqu'à 80 heures par semaine et ne dégagent pas tant de bénéfices que ça, parce qu'une fois qu'on déduit la location de la voiture ou l'entretien, l'essence, en fait ils sont un peu aussi à la merci de l'application, qui reste active même quand ils décident de s'accorder une pause, parce que c'est difficile de dire non à une course quand on sait que c'est dire non à et plus même quand d'argent. Tu veux rentrer chez toi, tu sais, ça fait un peu la route de ton trajet, mais tu dis allez, une dernière. Et puis une autre, et puis quand tu arrives chez toi, tu dis une dernière, c'est que 20 minutes. C'est un cercle vicieux et ça fait que tu t'arrêtes jamais. Et au final, enchaîner les heures de travail, c'est un vrai danger, que ça soit pour les chauffeurs et aussi pour le passager. Grave. Et après ça c'est triste parce que ils s'imaginent vraiment une nouvelle vie, genre gagner des milliers d'euros par mois en travaillant moins et en se rapprochant d'une classe sociale un peu supérieure. Ouais, et ça s'appelle le capitalisme banlieusard. En gros, c'est un principe selon lequel les personnes issues de banlieue, elles veulent s'émanciper de leur milieu social et en fait elles se retrouvent propulsées au sein d'une nouvelle logique sociale où les différences de classe elles sont encore plus marquées, donc où elles sont au service des classes supérieures et du coup elles perdent les bénéfices de la banlieue comme la gestion de la solidarité et la proximité, en échange d'une mixité sociale qui leur renvoie assez brutalement l'impossibilité de s'élever socialement. Ok, et du coup, concrètement, un chauffeur Uber, ça gagne combien ? Alors, pas grand-chose. En gros, Uber, il laisse entendre que les chauffeurs gagnent environ 18 € bruts de l'heure. Mais en fait, c'est sans prendre en compte les réparations du véhicule, l'assurance et l'essence. Et une fois toutes ces dépenses faites, on estime qu'on tombe à environ 10 € de l'heure. Et si on retire les taxes, tout ce qui est lié à l'auto-entreprise, on tombe environ à 7 €. Donc c'est rien du tout. Mais en gros, depuis février 2023, il y a un salaire minimum qui a été établi par course et c'est environ 9 € net. Et en plus, maintenant, ils peuvent aussi se faire des extras avec les pourboires. Ça, c'est une bonne chose. Oui, en vrai, je trouve que
c'est cool qu'on puisse donner des pourboires et personne va cracher dessus. Ouais, clairement. Mais ce qui me dérange, en fait, c'est que l'option pourboire, c'est devenu un peu une excuse pour qu'Uber les augmente pas, eux. Et même, je trouve que ça place un peu le chauffeur dans une situation un peu inférieure, comme si son sort, il dépendait... du client, quoi. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre, quoi. Mais tu vois, là, justement, en parlant de non-augmentation, tu parles des salaires des chauffeurs VTC, depuis son entrée en bourse, Uber a pris un petit coup quand même. En fait, à vrai dire, son modèle économique n'a jamais vraiment été consolidé. Et justement, en 2019, vous savez à peu près à combien l'entreprise était valorisée ? 1 milliard, 300 milliards. 1 milliard ou 300 Peut-être non, 300. 300. Je me suis dit 1 milliard, c'est pas beaucoup. Il y a des gens, ils ont 1 milliard. Flo, t'as un chiffre ? Allez, je vais dire entre les deux, moi, 150 milliards. Ok, ça va, sympa. Alors... Et c'était 80 milliards d'euros en 2019 contre moins de 45 milliards à la mi-2022. Alors, 45 milliards, je les prends quand même. Mais en vrai, quand tu passes de 80 à 45, j'avoue, c'est chelou. Passé quoi ? En fait, Uber aurait dépensé beaucoup d'argent en promo, par exemple, pour attirer des nouveaux clients et surtout pour conserver ses parts de marché parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une concurrence accrue. Donc, ils sont obligés de miser sur le marketing, mais ils ont un peu abusé. Du coup, sur l'année 2019, ils ont été dépensiers. Ils ont un peu dépensé. Je pense qu'ils n'ont pas fait gaffe à la CB. Et du coup, en fait, sur l'année 2019, les dépenses de l'entreprise ont plus doublé sur un an, puisque les dépenses, elles se sont estimées à plus de 8 milliards de dollars. Donc c'est vrai qu'il valait 80, 8 c'est quoi pour eux, je sais pas, mais ce qu'ils ont fait pour rentabiliser un peu les caisses, c'est qu'ils ont tout misé aujourd'hui sur le service de livraison de repas Uber Eats. Ils ont aussi investi dans les vélos et dans les trottinettes électriques ou encore les voitures autonomes. Ça marche tellement en même temps. Ça marche tellement, mais quand je vois aussi les livreurs Uber Eats, je me dis non mais... Ça c'est un sujet à part entière, je pense. Ça c'est un sujet à part entière et ça vous dit qu'on le traite un jour ? Mais carrément, on traite de tout. Sans tabou. Sans tabou, c'est la pluie et le beau temps. Il est 20h13. Il est 20h16 et vous écoutez La pluie et le beau temps. C'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Alors avec Florence et Leïla, on vous parle du métier de chauffeur VTC, de Hitch, de Uber, bref, de tous ces moyens de transport là qui existent depuis plus de 10 ans. À votre avis, alors, qui est arrivé en premier, Hitch ou Uber en France? Uber, moi je dirais. C'est une bonne réponse. Dommage, j'ai pas mis le jingle de Qui veut gagner des millions. Effectivement, Uber France est arrivé en janvier 2012 et Hitch c'est en avril 2013. Non mais Hitch justement ça va pas, je crois, non. Ça va pas. À un moment, ils avaient pas été attaqués par Uber parce que t'avais plus le droit de monter derrière. Enfin, genre si t'étais toute seule, tu devais monter devant. Je sais pas parce si, en tout cas, il y avait eu un bif. Je sais que au tout début, c'était pas bien. Au début, Hitch, tu pouvais le faire avec genre n'importe quelle voiture. Tu vois, genre tu pouvais avoir une Clio normale. Mais moi j'ai eu des expériences ghetto. J'ai eu des expériences ghetto. Le pire c'est Citigo. Oui mais Citigo, ils font genre que c'est du covoiturage. Donc aujourd'hui encore ça marche, mais c'est pas vraiment un service de VTC officiel. Okay. Tu vois ou pas? C'est pour ça que tu peux le faire avec des voitures un peu. T'as compris? Si ta voiture elle fonctionne plus trop, ça passe. Voilà. Alors que Uber et Hitch aujourd'hui c'est vraiment des véhicules qui sont homologués pour le métier. C'est pour ça qu'ils ont tous la même Citroën chez. Ils ont tous aussi des hybrides de Toyota. Du coup, est-ce que vous en utilisez de ces applications? Moi, j'essaye d'arrêter, j'avoue. Ouais. Parce que c'est cher et parce que c'est pas bien. Tu vas prendre le vélo? Moi, je vais prendre les tuk-tuk. Moi, j'ai le permis. Ouais. Donc, je madame. Excusez-nous. Et toi? Vous savez, moi, je suis team voiture. Désolée. Voilà. Cependant, si je suis en galère ou quoi que ce soit, ça m'arrive de temps en temps, oui. Pour me dépanner, je sais pas, si je dois aller sur Paris, rejoindre des gens qui ont une voiture, je vais pas prendre ma voiture, ça sert à rien. Donc, tu vois, je vais aller à la gare, en Uber ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, j'ai été très longtemps utilisatrice de ces plateformes quand j'étais plus jeune. Franchement, j'ai tout fait. J'avais les codes promo et tout. Mais justement, en 2012 et en 2013, à cette époque-là, c'était vraiment en mode waouh, it's coming from the States. Et puis même, c'était le nouveau truc qui te rendait la vie pratique. C'est ça, exactement. Et les frais de livraison n'étaient pas aussi chers que tout ce qui concerne Uber Eats, Deliveroo, etc. C'est fou les frais de livraison. Mais aujourd'hui, c'est hyper cher. Mais tout est cher. Et moi, le McDo, il est en bas de chez moi, c'est genre 4 €. Ah, mais déjà, pourquoi tu te fais livrer McDo? Parce que en fait, j'ai arrêté, mais voilà. T'étais dans l'ignorance. Justement, très bien. J'adore ces transitions. Aujourd'hui, on ne parle pas que de chauffeurs privés, puisque on utilise des applications pour à peu près tout. Un Flo, Madame McDo, qui se fait livrer chez elle à Paname. Elle a arrêté.
qui se faisait. Alors moi, je suis pas comme elle parce que je vais chercher mon McDo. Je mange des courgettes. Voilà. Je vais à pied. En tout cas, moi, je suis plus team légumes. Je suis désolée. Mais elle mange des potatoes. Mais wesh, le gras, je peux pas en fait. Ma phobie. De toute façon, moi, je suis végétarienne. Si on continue comme ça jusqu'à 21h, on va faire les pique-niques. Vous êtes même pas prêts. Du coup, je disais, on utilise des applications pour à peu près tout. Ce soit Doctolib, Airbnb, Deliveroo, entre autres, pour la livraison de plats emportés. On constate vraiment que ces plateformes, elles ont pris une place immense dans nos vies et surtout dans le monde du travail aussi. Ça a même un nom dérivé de l'entreprise du secteur la plus célèbre, l'ubérisation de la société, Florence. Exactement. Aujourd'hui, on ubérise tout. Du coup, c'est un verbe qui tire son nom de l'entreprise Uber, comme tu le dis, et qui, dans le Larousse, puisque maintenant il est dans le DICO carrément, incroyable. Ça, il désigne le fait de rendre obsolète un modèle économique existant via notamment l'utilisation de plateformes numériques. C'est un terme qui est grave présent dans les médias depuis 2015 et utilisé à toutes les sauces. Et en même temps, c'est un phénomène global qui concerne toutes les entreprises digitales qui, avec leur innovation et un prix inférieur, font de l'ombre du coup aux sociétés déjà en place. Et par exemple, on peut considérer qu'une entreprise comme Airbnb fait de la concu au groupe hôtelier. Bien sûr. Ouais, ce qui crée des problèmes de logement d'ailleurs. Et pourtant, les consommateurs, ils y sont plutôt favorables à tout ça, tu vois, à 60%. En même temps, normal, puisque la population se plaint de son pouvoir d'achat et tout. En revanche, ça inquiète vachement les travailleurs, de nombreux secteurs, et notamment ceux où la relation avec le client est importante. On a l'exemple des VCC, là, dont on a parlé du coup avec toi, Leïla, qui a de grosses conséquences sur les taxis, qui dénoncent la précarisation des chauffeurs, mais on a aussi celui des libraires par exemple. Ouais, et d'ailleurs en France depuis 10 ans les fermetures des librairies se multiplient. Ouais, exactement. Amazon du coup, ce géant en plus de la distribution qui fait, il concurrence les maisons d'édition en proposant à des amateurs de publier leurs œuvres de façon électronique. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais il y a aussi du coup l'hôtellerie qui fait face à une concurrence qu'on peut dire déloyale, donc notamment avec Airbnb. On a également le secteur du droit dans lequel de nombreux services juridiques proposent une aide en ligne. Et enfin, les secteurs de la banque et des assurances où la dématérialisation est vachement critiquée. Bref, on pourrait aussi parler de l'ubérisation de l'école, que ce soit avec les devoirs à la maison ou encore l'enseignement supérieur, et même celle du travail du sexe, et j'en passe parce que vraiment, c'est un mot valise qui finalement met en lumière toutes les craintes de plusieurs activités qui sont en fait déstabilisées de voir leur modèle économique changer de paradigme. Tu m'étonnes. Et là, c'est aussi le domaine de la santé qui est pris de court. Mais ouais, là, la petite nouveauté, c'est que la SNCF compte déployer des espaces de téléconsultation dans environ 300 gares d'ici 2028. Mais pour faire quoi ? Ouais, en fait, c'est un projet qui s'inscrit, tu vois, dans la lutte de la pénurie de médecins. Et en fait, ça paraît cool quand on sait que, tu vois, il y a 85% des Français qui vivent dans un désert médical. Mais après, pour les professionnels de santé, cette ubérisation de la santé, c'est un peu de la médecine low cost qui va mener à des diagnostics douteux parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus complexe d'avoir un suivi réel et ça valorise pas du tout le travail d'un médecin traitant. Est-ce que vous en faites des téléconsultations quand vous n'avez pas trop le time? Je sais pas, moi, j'en ai fait qu'une fois, mais c'est la pire expérience de ma Ah vie. ouais. En gros, c'était avec mon petit téléphone comme ça. Il me disait ouvrez la bouche. Du coup, j'étais comme ça devant la caméra. Il me disait bon je vois pas très bien, mais bon, je pense que c'est une rhino. C'était pas du tout une rhino. Je suis restée malade 3 semaines. Mais zéro confiance. Après, je pense que aussi les gens quand ils le font, c'est souvent. Moi, je sais que avant d'aller chez le médecin, je vais sur internet et j'ai l'impression de m'auto-diagnostiquer et j'y vais grave pour qu'on coopère ensemble en mode. Non. Je sais que j'ai ça. Alors moi, je galère tellement à prendre des rendez-vous chez le médecin et j'ai plus de médecin traitant depuis qu'il est allé. Mais Doctolib, les filles, c'est la vie. La seule fois où moi j'ai fait une téléconsultation, c'est un médecin que j'avais déjà vu. Donc forcément, elle avait déjà mon dossier, elle me connaissait. Donc là, je me dis ok, mais quelqu'un que tu connais pas pour un truc que tu sais pas ce que t'as. Mais non, il faut se déplacer. Mais Doctolib, c'est bien. Que pour, tu trouves des gens à la dernière minute. En mode en fait j'avais ce truc de je suis tellement KO, je peux pas me déplacer. Tu pouvais pas te déplacer. SOS médecin. Tu sais, ceux qui viennent chez toi, on te dit demain à 3h du matin. Moi, demain à 3h du matin. Et déjà, réussi à les avoir pour qu'ils te disent demain. Et demain, 3h du matin, je serais décédée vu l'état dans lequel je suis, tu vois. Allez, téléconsultation, voilà quoi. Ouais, le truc, en tout cas, du suivi là dont on parle, c'est une critique qui avait déjà été portée suite, je sais pas si vous vous souvenez de la mise en place du dispositif Mon Psy. En fait, selon les psychologues, ça participe à une déshumanisation du soin psychique qui met en danger
en danger leur profession. Et pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est une plateforme qui permet de disposer de 8 séances remboursées, de 30 minutes du coup de psy. Et c'est problématique dans un monde où, dans le cadre de la santé mentale, chacun va à son rythme en fait, tu vois. Donc 30 minutes, c'est hyper compliqué que s'adapter aux patients, sachant que c'est déjà un cap à franchir d'aller voir un psy. Donc, Mais tellement. Et en plus de ça, l'uberisation, c'est aussi en marche dans les EHPAD ou les hôpitaux qui travaillent de plus en plus avec des travailleurs indépendants. Bah ouais, pareil, face aux besoins de remplacement. Du coup, il y a 2 plateformes qui ont vu le jour après la crise Covid. On a Brigade et Mediflash. Il suffit de télécharger l'application et de s'enregistrer. Puis ça fonctionne comme un intermédiaire entre le travailleur et l'établissement qui prend 20%. On peut y choisir des missions dans la plupart des métiers du médico-social, du style aide-soignant, infirmier, auxiliaire de vie, aide médico-psychologique. Et comme sur Uber, le tarif est affiché et une fois la mission effectuée, le travailleur reçoit même une note, tu vois, de 1 à 5 étoiles. Et ça, en plus, c'est très attractif. Bah ouais, parce qu'ils payent, enfin, ils sont plutôt bien payés pour le coup, parce qu'eux, ils payent ni cotisation patronale, ni TVA. Résultat, ça permet de mieux les rémunérer. Par contre, ils n'ont pas de congés payés, ni cotisation pour le chômage. Donc ça, c'est pas ouf. Ouais. N'empêche du tout. C'est nul, carrément. Ouais, c'est peut-être bien sur le moment, mais voilà. Ouais. Mais n'empêche que c'est bien beau, mais ça soulève aussi des questions. Selon le gouvernement, ce serait illégal, en fait, tout simplement. Ah, d'accord. Pour eux, c'est pas normal qu'un aide-soignant non salarié puisse exercer sous un statut d'indépendant et ça pourrait aussi tomber sous le coup du travail dissimulé, rien que ça. Pour autant, l'utilisation continue et y compris dans les hôpitaux publics. Et gros paradoxe, mais c'est soutenu financièrement par l'agent de l'État. Donc bon, en tout cas, il y a une directive européenne qui est prévue pour fin 2024 pour instaurer une présomption de salariat. Et l'ambition, c'est de permettre du coup aux travailleurs qu'ils souhaitent de devenir salariés. Oh là là, comme quoi on assiste vraiment à l'uberisation du monde. La société. Du monde entier, in the entire world. J'ai une histoire à vous raconter sur cette uberisation. C'est un fiasco total. Parce que là, pour le coup, ça marche. Ça marche dans plein de domaines. Ça marche dans plein de domaines. Mais là, non, ça s'est pas passé comme sur des roulettes. En fait, ça s'est passé aux États-Unis et c'est une start-up qui s'appelait Homejoy et en fait, elle pensait vraiment, mais elle pensait qu'elle allait tout péter dans le game du marché du nettoyage à domicile. Mais en fait, pas du tout. L'idée était pourtant très simple, c'était de trouver des femmes ou des hommes de ménage pour particuliers, donc disponibles à des horaires demandés. Donc il y en a plein des applis comme ça qui fonctionnent très bien. Ouais, mais moi je pense que c'était à l'époque, tu vois justement là aussi. Ça c'était je tiens à préciser, c'était en 2015, donc c'était dans le début en fait. Ouais. Donc ils se sont dit trop bien, il y a Uber machin, on va faire le Uber du ménage. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une levée de fonds. Ils ont touché 40 millions de dollars. Wow. Mais les gens, ils sont généreux. Moi, je vais commencer à faire des levées de fonds sur Google. On va commencer à faire des cagnottes. Je vais parler de mes petits projets. Il y a des gens qui vont sortir la télé devant HEC comme ça là. Non mais il faut comprendre un truc, c'est que c'était dans les débuts. Donc du coup, les gens, ils étaient en mode si je suis le premier à le faire, si je mise dessus et que ça moi aussi, il y a des trucs que je fais sur lesquels on peut miser. Je pense qu'il y a des professions avec lesquelles ça marche pas comme ça, tu vois. En tout cas, ce qui s'est passé, je pense que ça aurait pu marcher, mais il y a eu une mauvaise gestion. Déjà, dans ces 40 millions de dollars, il y a Google Ventures et le cofondateur de PayPal, Max Levchin, qui ont quand même participé. Donc, c'est que pour vous dire à quel point les gens avaient... Voilà, c'est ça. Et en fait, l'entreprise, elle s'est pris un mur parce qu'en fait, chaque maison nettoyée rapportait pas du tout, ça rapportait pas assez. Donc, en fait, ils étaient à perte. Ensuite, on n'a pas pensé aussi aux plaintes des consommateurs qui validaient pas du tout les prestations de ménage. Genre, le ménage, non, c'était pas à la hauteur. Donc, hop, et les trajets. Remboursement. Et les trajets, exactement, parce que, en fait, il y a eu un problème au niveau de l'algorithme. Donc, parfois, il y avait des prestataires qui pouvaient faire jusqu'à 45 minutes de route. Je vous précise que c'était aux États-Unis, donc c'est des immenses villes comme Paris, genre. C'est comme si toi, t'es dans le 92, tu dois aller dans le 94 pour faire, genre, des vitres, tu vois ce que je veux dire, genre, enfin, c'est pas du tout rentable. Et en plus de ça, donc il y a eu une mauvaise gestion de l'application. Donc au final, ils ont dû fermer boutique. Exactement, exactement. Ils ont dû fermer le rideau, exactement. Vous auriez pu faire appel à ce genre d'application pour du ménage? En vrai, énorme soirée, oui, mais sinon, non, en vrai. Moi, je préfère faire mon ménage toute seule. Moi, mon petit ménage de mais moi toi, toute seule. Pourquoi on demande à elle est maniaque de ouf? T'as pas remarqué, Florence? Je l'ai pas regardé. La question ne t'est pas destinée, Madame Lingette. On sait. Non, mais on sait. En plus, tu vas mieux le faire qu'elle. Tu vois, elle voulait faire le ménage de Radio France. Mais ça met... Écoute, je peux te donner mon adresse. Ça me mettrait trop mal à l'aise de laisser quelqu'un nettoyer, genre derrière moi. Je comprends totalement. Non, moi, c'est mort. C'est mort. Franchement, tu sais que la personne, elle a fait 45 minutes de route pour faire genre un truc que t'aurais pu faire tout seul. Ou même, je trouve que c'est pas facile de laisser les clés de chez soi. Totalement. Et déjà, c'est trop gênant que la personne elle fasse le ménage quand t'es là.
Mais c'est encore plus gênant de partir et de laisser quelqu'un que tu connais pas chez toi et qui reviendra probablement jamais. Même, tu sais, j'ai un petit appart, enfin vraiment, je vais pas. Vous allez vous regarder en mode. Bon. L'évier, c'est bon? Ok. 20h31. Vous écoutez La pluie et le beau temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. C'est la dernière partie de La pluie et le beau temps et pour finir, on s'est dit que ça pouvait être pas mal de vous parler d'extraterrestres. Ouais, comme ça. Pas de transition. Alors pourquoi? Parce que c'est insolite mais pourtant c'est vrai. L'association Alliance Céleste a loué le Zénith de Limoges pendant 3 jours pour y organiser un congrès sur l'arrivée des extraterrestres. Il y aura une douzaine d'intervenants. Alors pour les intéressés, je lance ça comme ça. Ça aura lieu du 16 au 18 mars. Et si on s'en fie au programme, les 3000 personnes conviées pourront profiter d'éclairage galactique, scientifique et métaphysique. Évidemment, c'est pas gratuit. Ouais, pas du tout. Il faut compter entre 150 et 190 € pour 3 jours. Ça vous tente ou pas? C'est cher, hein. Moi, je suis prise. T'as un truc à faire? J'ai un truc à faire. Okay. Ouais, moi aussi, je dois bouger vite fait là. J'ai un truc... Dommage. Joker. L'année prochaine. On se rappelle pour 150 à 190 €. Et du coup, dans une pub d'exactement 7 minutes 56 sur YouTube, il nous invite à venir. Je vous passe un petit extrait. Hey! Rendez-vous les 16, 17 et 18 mars 2024 au Zénith de Limoges pour le symposium Exovision de l'ONG Alliance Céleste. J'y serai. Et vous? Surtout, venez nombreux. À bientôt. Ça dure 7 minutes. Musique derrière. Ça dure 7 minutes. Et pourquoi ça me cringe? Ça dure 7 minutes. Leïla, tu n'as pas vu les images. Derrière, il y a des décors de soucoupe volante. C'est bon ou pas? Je suis très sérieuse. Alors, vous avez entendu. Vraiment, je vous invite à regarder ces 7 minutes. Tranquille. Vraiment, au cas où tu t'ennuies. Par contre, je vais vraiment regarder. Et en gros, cet événement, il a un nom. Il s'appelle le Symposium Exovision. Et vu la vidéo, on comprend qu'il y a vraiment de nombreux adeptes. Parce que je répète que ça dure 7 minutes 56. Il y a combien de vues sur... Attendez, faut que j'aille sur YouTube, regardez. En réalité, on le sait, en vrai, les extraterrestres, ça fascine le monde entier. Et pour cette association, l'Alliance Céleste, elle se présente sur son site internet comme une ONG. Et c'est un rassemblement qui est destiné à préparer l'humanité à la rencontre avec ces extraterrestres. Alors, je vais citer le message de cette ONG. L'objectif est d'informer correctement et de réduire la peur et le stress que peut générer ce type de rencontre. Parce que, apparemment, ils vont venir. Oui, dis-moi. J'ai regardé, il y a 2500 vues. Oui, pour 3000 participants, c'est bientôt. Non, mais ça va, ils sont dans les quotas. C'est vrai qu'ils sont dans leur jauge. Ils sont totalement dans les quotas. T'as fait une vue et t'y vas pas, So. J'ai un truc à faire. Du coup, voilà. Moi, j'aurais bien aimé, mais je suis prise. Ouais, c'est pas que je veux pas, mais vraiment, je peux pas. Là, du coup, vous nous écoutez et peut-être que vous rigolez aussi comme les. Non, mais peut-être que vous voulez y aller. Cool. En tout cas, je vous assure, les filles, c'est vraiment sérieux. Et d'ailleurs, les extraterrestres, ça fascine le monde depuis toujours. Alors, justement, on va écouter des enfants qui donnaient leur avis sur l'existence des extraterrestres et surtout sur leur apparence. Et ça date de 1975. Grand, avec un gros ventre, des longs bras, c'est tout. Et vous? Avec des antennes, des grandes oreilles, sans nez, sans cheveux. Et vous? Moi, je crois qu'ils auraient peut-être l'air des hommes, enfin comme des hommes. C'est marrant parce que c'était en 75, mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, les réponses seraient à peu près les mêmes. En mode grand, avec des gros antennes. ventre. Des antennes. J'ai pas vu où il a vu. J'ai pas compris le gros ventre, mais ok. Mais ils étaient petits, c'était des jeunes. Ouais, mais non, genre on a le truc dont on les imagine d'une autre couleur. Alors, moi, différent, des antennes, 3 yeux. Même le truc de comme des hommes, pourquoi pas? Ouais, mais pourquoi on n'imagine pas des plantes, tu vois, ou un microbe, ou un... Pourquoi c'est des hommes qui parlent français et tout? Genre toi, tu penses que ça se trouve, les extraterrestres, c'est des chiens, enfin genre... On sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est des souris, tu vois. On sait pas. Extraterrestre, ça veut littéralement dire hors de la Terre, donc on sait pas. En tout cas, aujourd'hui, on est en 2024, et à ce que je sache, on n'a toujours pas la réponse quant à leur apparence. Franchement, je sais pas si un jour on aura cette réponse, mais une chose est sûre, c'est un sujet qui fascine un peu comme la construction des pyramides. Moi, je sais que je peux regarder des documentaires pendant des heures. Ouais, franchement, j'aime trop. Alors du coup, cette fascination, Flo, et tout, c'est tout ce qu'on pense d'eux, ça remonte à quand? Mais déjà, on s'est tous déjà demandé au moins une fois si on était seul dans l'univers, je pense. Bien sûr. Oui. Et moi, j'ai le regret de vous annoncer qu'on n'aura pas la réponse à la fin de cette chronique. Très dommage, on s'attendait à la voir. Mais je sais tout. Là, j'entends dans l'oreillette, tu vois. Mais on va quand même papoter sur notre obsession des ovnis. Du coup, ces fameux objets volants. Non identifiés. Et donc, les objets, c'est des ovnis et les extraterrestres, c'est ce qu'il y a dedans.
Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ça, tu vois. Et d'ailleurs, fun fact, maintenant on préfère dire PAN, donc phénomène aérospatial non identifié à OVNI, parce qu'il s'agit pas toujours d'objets. Mais bon. Déjà, ce qui est marrant, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui sonne pas forcément complotiste, même si ça reste difficile d'en parler sérieusement. La preuve, étant donné toutes les théories... on est atroce, en vrai. Toutes les théories loufoques et le mépris scientifique aussi. Mais dans une époque où on trouve chaque jour des exoplanètes avec des mondes habitables de plus en plus nombreux, ce serait pas si déconnant non plus pour beaucoup que dans X années, on nous dise que c'est bon, ça existe. Vous, est-ce que si vous rencontrez quelqu'un qui y croit dur comme fer, qui est à fond et tout, vous le regardez mal ou pourquoi pas? En vrai, non. Genre, plus sérieusement, c'est un truc auquel moi je pourrais m'intéresser. C'est juste que je me suis jamais vraiment penchée, tu vois. Mais je me dis, il y a tellement de choses qu'on sait pas sur l'univers, il me reste encore tellement de trucs à découvrir que c'est possible, donc non, je vais pas te regarder mal. Moi, c'est que je me dis que t'en sais sûrement plus que moi. Je vous jure, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment passionné. Mais quand je vous dis passionné, c'est-à-dire que cette personne m'a parlé pendant des heures. Et je vous jure que quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé grave des documentaires sur YouTube. Au début, j'étais en mode, mais MDR. Après, j'étais en mode, bon. Après, j'étais en mode, mais je crois que ça existe en vrai, tu vois. Genre, la personne a réussi à me convaincre au moins qu'effectivement... Bon, on n'est pas seul, ça on sait pas en vrai, mais j'avoue, j'ai grave regardé des documentaires. Non, mais moi je me dis, si nous on est sur Terre, c'est possible qu'il y ait d'autres gens ailleurs ou une autre forme de vie ailleurs aussi. Totalement, sachant que la galaxie est immense. Enfin, voilà. En tout cas, si on trouve quoi que ce soit, ce serait l'aboutissement, tu vois, d'un long fantasme, puisque le mythe des Martiens, il est né au 19e siècle. Progrès technologique oblige, on a commencé à mieux voir les étoiles et on s'est dit, bah merde alors, c'est beaucoup plus spacieux que ce qu'on pensait. Et depuis, ça nourrit notre imaginaire collectif et ça nous fascine. Pour beaucoup, la fièvre de la soucoupe a commencé avec un certain Kenneth Arnold. Donc là, on est en 1947, on est à Washington et ce mec, du coup, un aviateur américain, il est parti en quête d'un avion de transport disparu et à la place, il aurait trouvé 9 objets étranges qui se déplaçaient à toute vitesse, donc précisément 2600 km/h, paraît-il. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit l'histoire à ses collègues et tout, puis à des journalistes, et il leur a dit que c'était des objets en forme triangulaire et arrondie, argentés ou métalliques, et qui faisaient un trajet qui pouvait faire penser à des ricochets. Bon. En tout cas, ils semblaient être contrôlés de façon intelligente. Et là, les journalistes, ces petits filous, ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui du putaclic. C'est-à-dire qu'ils ont joué sur la surenchère médiatique, ce qui a donné naissance à ce mot soucoupe volante. S'ensuit une hystérie générale avec des témoignages dans tous les sens. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était une époque où c'était vachement la mode des complots, des canulars, etc. Résultat, il s'est mis à pleuvoir des récits de soucoupe, mais à tire-larigot, et plus dingues les uns que les autres. Quoi. Et ça me fait penser à une autre affaire. C'est l'affaire Roswell. Ouais. On est toujours aux États-Unis. Cette fois, c'est un fermier qui a découvert des débris dans son ranch. On dirait trop un film. Mais bon, tout de suite, ça a fait les gros titres parce que pour les défenseurs de la thèse extraterrestre, sans aucun doute, c'était quoi? Un vaisseau spatial. Mais hélas, ça a été démenti par les militaires. En fait, c'était un ballon-sonde, du coup, un genre de gros ballon utilisé dans la météorologie et l'astronautique. Et d'ailleurs, ça a fait écho à une étude qui a estimé qu'en matière d'OVNI, en fait, il s'agit la plupart du temps de confusion. Donc, en gros, sur les 10 dernières années, il n'y a que 60% des milliers de témoignages qui sont dus à une erreur de perception et seulement 2% qui restent vraiment inexpliqués. Et inexpliqués, ça ne veut pas dire que c'est des aliens, juste qu'on ne sait pas. Et par exemple, pour les partisans de l'astro-archéologie, donc c'est ceux qui pensent qu'en fait les extraterrestres sont là depuis la nuit des temps. Pour eux, il y a des preuves dans les vestiges des civilisations du passé, mais en fait, souvent, tu te rends compte qu'elles n'ont aucun fondement sérieux. Leur truc, c'est d'interpréter des vieilleries. Et imaginons qu'ils tombent sur un document de l'époque qui décrit, des batailles dans le ciel. Il se peut qu'en réalité, ça fasse juste allusion à des aurores boréales, mais en fait, juste à cette période-là, les gens, ils savaient même pas ce que c'était. Bref, c'était le fait de voir du sensationnel alors que ça n'a pas lieu d'être. Ouais, après, il y a plein d'autres choses qui sont difficiles à expliquer. Ouais, je sais pas, est-ce que vous connaissez l'histoire de Betty et Barney Hill ou pas du tout? Non, pas du tout. En gros, c'est un couple qui a été comme aspiré par le Whoop en 1961. Ça, c'est la base. Ça a été le premier témoignage d'abduction. Du coup, ça veut dire enlèvement en anglais. Ouais. Et c'est le terme employé par les ufologues, du coup, les experts en ovni. On rappelle, c'est pas un métier, ils ont pas de diplôme et tout. En tout cas, le nom de la profession est drôle, les ufologues. Et du coup, ça a été le début un peu de ce truc de profession de foi, tu vois. En fait, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils revenaient du Canada, le petit couple. Et là, ils voient une forte lumière et ils distinguent des rangées de hublots et des silhouettes. Et en gros, une fois chez eux, il y a plein de détails chelous. Genre, leur montre s'est arrêtée, par exemple. Et du coup, 2 jours plus tard, ils vont le signaler à la base militaire à côté de leur maison. Et en fait, ils ont un trou de mémoire de 2 heures. Donc ça s'appelle un missing time. Et c'est hyper répandu dans ces récits-là. Et c'est grâce à une séance d'hypnose que là, ils revoient tout. Donc pour aller vite, les aliens
aurait kidnappé ce couple et leur aurait fait subir des examens médicaux. Mais ce qui est fort dans ce témoignage, c'est vraiment tous les détails qu'ils ont donnés. Mais c'est ça, et la piste la plus probable, en fait, c'est juste le stress. Dans un rapport du CIA de 2014, on apprend que la plupart des observations d'OVNI de cette période font référence à des armes développées dans le contexte de la guerre froide, en fait. Et eux, ils habitaient à côté d'une base militaire en plus, donc bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette description très précise a fait le bonheur de la pop culture, puisque ça a donné le film La Nuit des extraterrestres. Il faut dire que la fiction s'est vachement inspirée de ces récits. On a eu droit à la masse de films d'extraterrestres comme E.T. évidemment. E.T. téléphone maison. Ou Mars Attack, ou plein d'autres. Et aussi, tous ces témoignages, ils ont été alimentés par la fiction. Mais carrément, parce que là, si je dis Alien, tu vois, on en parlait, mais on voit un petit homme vert, chauve, rachitique, là. Et du coup, figurez-vous que c'est encore une fois la faute aux journalistes. En gros, ils ont romantisé le témoignage d'un paysan du Kentucky qui disait avoir vu des humanoïdes gris. Et sûrement à cause de la fiction, justement, puisque, en gros, il y a un livre qui venait de paraître, ça s'appelle The Green Man, A Visitor from Space. Du coup, l'auteur, c'est Sherman. Ce qui s'est passé, c'est que les journalistes, ils devaient être fans de ce mec-là, là, parce qu'en gros, ils ont décidé que ce que le paysan avait vu, non, c'était pas gris, du coup, mais c'était vert, et c'est resté. Et bref, la liste d'anecdotes est encore super longue, donc moi, je vais m'arrêter là. Mais tout ça pour dire que peu importe depuis quand on prétend ne pas être seul sur Terre, selon le rapport officiel sur les ovnis de 2021, du coup, publié par le Pentagone lui-même, il y a zéro preuve que les extraterrestres existent. Après, ça n'empêche pas que cette même année, en Belgique, qui est un pays qui a une grosse histoire avec ça, ils signalent au moins 2 jours sur 3 un ovni. Et à mes yeux, ça montre simplement que faut pas voir pour croire, mais croire pour voir. Et moi, du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que si vous voyez un ovni, qu'est-ce que vous lui direz, quoi? Je serais tellement contente. Ah ouais? Moi, je serais en mode montre une photo de ta planète et on mange quoi sur ta planète? Est-ce qu'il y a moyen de venir? C'est bien pour là-bas. Ouais, trop les menteuses. Vous voyez, non, franchement, mais t'as une question à leur poser? Moi je montre où t'habites. Apparemment, de ce que cette fameuse personne me racontait, ces gens-là viendraient du futur. Je vous jure que oui. Il m'a dit que oui. Il avait vu. Franchement, on va prendre une place pour le salon à l'image, le zénith de l'image. Envoyer une accrédation. Il m'a dit qu'il avait fait la rencontre d'une personne qui n'était pas de notre planète. Mais non, moi j'étais en mode MDR. Genre c'est vraiment. Quoi le contexte? Je sais pas. C'est vraiment. Mais la personne était persuadée, vraiment. Et en gros, cette personne-là, elle viendrait du futur. Donc moi, la première chose que je demanderais à ces gens, c'est ça va donner quoi notre monde plus tard quand on sera plus là, en fait? Moi, je serais en mode, t'habites pas là, montre-moi comment c'est chez toi. Aussi, genre, il va parler français, l'alien. En anglais? Apparemment, en anglais. Hello, can you? Non, ils ont leur propre langage. Mais comme ils viennent du futur, ils comprennent notre langue. Enfin, comme ils nous observent depuis des millénaires, tu vois ou pas? Non, mais toi, t'es dans... Moi, en tout cas, je vais pas dire j'y crois. Je vais pas juger ta croyance. J'ai pas dit j'y crois. J'ai dit on m'a parlé, j'ai regardé des documentaires sur YouTube. Ça veut pas dire j'y crois. J'ai été vérifiée. Maintenant, voilà. C'est comme quand on dit les extraterrestres, ils ont construit les pyramides. J'ai dit j'ai été vérifiée en Égypte. J'ai été regardée. J'ai pas dit c'est eux. Oh, vous c'est quoi? Maintenant, les fans de vidéos de pyramides. Mais vous rigolez quand je vais rentrer, je vais regarder de ouf. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire. On sait pas grand-chose de la vie extraterrestre. Par contre, une chose est sûre. Ils parlent anglais. Une chose est sûre, ils viennent du futur. Non, je rigole. Je vais pas commencer à diffuser des rumeurs sur Radio France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça, vous pouvez pas me contredire, les chercheurs ne cessent de chercher. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'on serait pas, en vrai, les filles, est-ce qu'on serait pas la génération la plus proche de la vérité? Moi, je vous le dis, c'est possible. Et voici ce que pense Nathalie Cabrol. Elle est astrobiologiste au CETI et c'est l'Institut de recherche extraterrestre. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais en tout cas, comme je dis souvent, on est probablement la génération qui est la plus proche d'obtenir une réponse. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une réponse bientôt, ça? Ça veut dire qu'on a surtout beaucoup de moyens aujourd'hui pour explorer l'univers, que ce soit à l'échelle microscopique ou à l'échelle mégascopique, et qu'on découvre beaucoup de choses. On a des missions planétaires dans le système solaire, on a des énormes télescopes, que ce soit sur Terre ou que ce soit dans l'espace, et puis on a la recherche de SETI qui, elle aussi, écoute, regarde, et puis l'autre côté de SETI, la partie active, qui est celle d'envoyer aussi des messages. Je vous jure que j'aimerais trop savoir, j'aimerais être vivante pour avoir ces réponses-là. Mais vraiment, peut-être tu seras vivante, hein. Je l'espère fortement. Je l'espère fortement. Imagine demain, breaking news. Bam, je le mettrai en story Insta. Vous êtes pas prêts, les gars? Waouh! Avec le moment où on rigolait, tu vois, quand elle nous disait ce truc. Vous voyez les pyramides?
On vous parle d'extraterrestres à tel point qu'on est allé voir des photos d'eux sur Google pendant l'instant musique. En tout cas, pourquoi on vous parle d'eux? Parce que c'est insolite, mais c'est vrai. L'association Alliance Céleste a loué le Zénith de Limoges pendant 3 jours pour y organiser du 16 au 18 mars prochain un congrès sur leur arrivée sur notre planète Terre. Alors, on a longuement discuté avec toi, Flo, des extraterrestres dans notre imaginaire. Et c'est vrai que si aujourd'hui on n'a toujours pas de réelle réponse, la théorie des extraterrestres, elle fascine toujours autant le monde au point d'en créer des événements avec quand même près de 3000 personnes attendues à Limoges. Donc par contre, ce congrès, il a un nom, il s'appelle le Symposium Exovision. C'est vrai que cet événement fait pas du tout l'unanimité, notamment auprès des élus de la ville qui craignent une dérive sectaire. On écoute Quentin Bruet-Ferréol, il est journaliste spécialiste des pratiques marginales au micro de BFM. Et la liste des invités a beaucoup interrogé, notamment sur le lien avec le complotisme et peut-être certaines pratiques de santé, des pratiques thérapeutiques qui sont peut-être un petit peu inquiétantes. On a par exemple un complotiste qui croit vraiment qu'il y a une grande conspiration Illuminati, QAnon. On a une personne qui se dit reporter intergalactique. Elle dit avoir été sur d'autres planètes. En plus de ça, Thierry Miguel, le vice-président du conseil départemental de la Haute-Vienne, a dit sur X, je cite, « J'ai été sidéré qu'un tel événement se déroule à Limoges », donc il a dénoncé la présence de complotistes. Mais du coup, selon la préfecture, il n'y a aucune raison légale d'interdire ce rassemblement, puisque en fait, Alliance Céleste n'est pas considérée comme un mouvement sectaire. Et justement, en matière de secte, l'histoire nous a prouvé que des croyances peuvent amener à des dérives extrêmement sérieuses, comme la secte des Raéliens. Raël, c'est celui qu'on a appelé le prophète des extraterrestres. Il a eu une influence incroyable, vraiment une influence majeure dans les années 80. Et du coup, le 7 février dernier, il y a un documentaire en 4 épisodes qui est sorti sur Netflix. Évidemment, je vais le regarder. Vous avez donc vu un extraterrestre? Il n'y a pas que les enfants qui croient que E.T. existe. D'un coup, qu'est-ce que je vois? Un objet dans le ciel. Une onde? Nous sommes une organisation mise en place par un messager. Là, messieurs, voici Raël. Contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Alors, Leïla, tu voulais justement nous parler de la façon dont cette secte a manipulé la science pour arriver à ses fins. Bah ouais, parce qu'en fait, cette secte, elle se base sur la science, entre guillemets, et elle se présente comme rationnelle, entre guillemets, aussi. Donc en fait, les Raéliens partent du principe que les miracles n'existent pas, que la théorie de l'évolution de l'espèce n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'âme, et que les hommes, ils sont sur Terre parce qu'ils ont été créés en laboratoire par des extraterrestres qu'ils appellent les Elohim. Et par exemple, selon eux, si Jésus a réussi à marcher sur l'eau, c'est grâce à une intervention technique des Elohim, et c'est pas du tout un miracle. Et cette théorie, en fait, elle est diffusée par Raël, dont tu parlais tout à l'heure, le prophète auto-proclamé de cette secte qui se présente comme un descendant des Elohim envoyé sur Terre pour préparer les humains à leur arrivée. C'est vrai, on voit aussi que l'idée de la vie hors de la Terre, elle est centrale chez eux, et surtout que le développement de la science, c'est une clé centrale à l'amélioration de notre vie sur Terre. Ouais, et c'est grâce à cette rationalité, toujours entre guillemets, revendiquée, qui vont faire adhérer beaucoup de gens à leur secte. Et c'est marrant parce qu'en général, on se dit que les gens qui sont endoctrinés dans ce genre de secte-là, ils sont un peu perdus, qui sont pas, comment dire, ils sont en manque d'éducation, etc. Mais pas forcément, alors que, pas du tout. Surtout chez les Raéliens, où il y a quand même beaucoup de scientifiques. C'est un peu chelou parce qu'on se dit que c'est ceux qui sont censés croire le plus en la vérité. Et pour être convaincant, Raël, il va se lancer dans des gros travaux scientifiques et il va commencer par ouvrir un centre d'interprétation des ovnis au Canada. Donc c'est ouvert au public, ça permet de diffuser les croyances raéliennes à un public de plus en plus large qui va venir visiter le centre un peu comme si c'était le musée, comme sinon on allait au Louvre ou à la Cité des Sciences à Paris. Carrément. Et il y a eu un autre coup de com' qui a été encore plus gros, c'est quand il a annoncé qu'il avait réussi à cloner des humains. Ouais, non mais cette histoire, elle est folle. En gros, en 97, il a créé Clonade, donc c'est des laboratoires dans lesquels on réalise des clonages humains. Et depuis cette date, donc Brigitte Boisselier, c'est la directrice de Clonade, donc une chimiste qui a aucune formation en biologie génétique et qui ressemble plus à un charlatan qu'à une scientifique. En gros, elle partage leurs progrès à la presse régulièrement et la technologie de clonage, en soi, c'est pas quelque chose de très compliqué dans le sens où il y a beaucoup de recherches dessus et avec toutes les recherches, aucun laboratoire n'a réussi à faire des clones viables et surtout on manque de cobayes. Alors que les Raéliens, en fait, pour eux, c'était pas un problème d'avoir des cobayes. Ils avaient plus de 50 femmes prêtes à faire des bébés, quoi. Ouais, et prêtes à jouer les mères porteuses en fait pour les œufs qui dupliquaient et ils ont fait ça 50 fois.
Et c'est un truc qui va vraiment faire beaucoup de bruit parce que Raël et Brigitte Boisselier, ils vont même être reçus par le Congrès américain. Je sais pas si vous imaginez à quel point ils ont dû inquiéter le monde entier pour que ça arrive. Et les Nations Unies, elles vont même mettre en place des lois pour interdire le clonage humain parce qu'ils se disent que c'est possible et ils sentent toutes les dérives qu'il pourrait y avoir à cause de ça, quoi. Et en 2002, Clonaid, ils annoncent la naissance d'Eve, donc le premier bébé né grâce au clonage, mais ils vont refuser de présenter les preuves scientifiques de la naissance d'Eve en invoquant la protection de l'enfant et en disant qu'ils ont peur qu'on retire l'enfant à ses parents. Et est-ce qu'on se rend compte en 2024 à quel point c'est une dinguerie? Moi, je veux savoir juste le clonage, ils allaient s'en servir pour quoi en fait? Bah déjà, eux, je vais vous le dire, ils s'en fichent de l'avancée scientifique. Ce qui les intéresse, en fait, c'est de commercialiser le clonage. C'est encore plus vicieux que ce qu'on pense, quoi. En gros, pour eux, c'était pour aider les couples homosexuels ou les parents ayant perdu un enfant à avoir un enfant, tout simplement. Et sur leur site, ils avaient déjà mis les tarifs. Donc, vous pensez que ça coûte combien d'acheter un clone? 50 000 euros, 50 000 $, du coup. Et toi? Ouais, pareil, allez, 50 000 fous. Non, on est à 200 000 $ le clone, donc ça fait cher. Waouh, c'est le prix d'une baraque. Voilà, et en gros, c'est cet argent qui est censé financer le mouvement raélien et leur projet de construire une ambassade à des millions de dollars en Israël. Et en gros, pour revenir au bébé cloné, ils vont laisser planer le doute pendant plusieurs mois avant qu'on comprenne que c'est une immense supercherie et qu'il n'y a jamais eu de bébé cloné. Mais le plus dangereux, en fait, pour moi, et le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'ils aient été pris au sérieux en étant invités sur des plateaux télé, au congrès, dans des conférences, etc. Parce qu'en fait, ça leur a donné une force et une crédibilité encore plus grande. Et du coup, ça leur a permis d'endoctriner encore plus de monde ces années-là. Ah mais bien sûr, mais il a eu une influence incroyable. Ce Raël-là, il était partout à l'époque. Donc, moi, ça m'a fait super peur quand j'ai vu à quel point il était invité un peu partout. Et puis, l'influence de cet homme, quoi. Ouais, c'est fou. Bah oui, il a sévi et c'est pas fini en tout cas. On vous invite à regarder le documentaire puisque au-delà de ces mensonges, il y a eu beaucoup plus grave. Le mouvement, il a cumulé aussi des accusations d'agression sexuelle. En fait, Raël, il a été accusé d'avoir des relations avec des enfants. En fait, il y a eu un journaliste d'investigation qui a dénoncé ces pratiques et en fait, Raël, il se disait être entouré de ces anges. Et en fait, ces anges-là, c'est clairement de l'emprise. C'est clairement de l'emprise. Et ces anges-là, c'était des jeunes filles qui étaient dédiées à son plaisir sexuel uniquement. Alors bon, voilà. Et vous savez ce qui est le plus fou dans tout ça? C'est qu'en fait le mouvement il est classé sectaire depuis 95 en France, mais lui il est toujours pépère. Aujourd'hui il s'appelle Claude Vorilon, il vit au Japon, il a 77 ans et lui il est toujours entouré de ses fidèles tranquillement et surtout il est toujours entouré de jeunes femmes. Je vais pas vous spoiler le docu, mais il y a un plan d'expansion un peu du mouvement mais sur l'Afrique et en gros vu que c'est censé être le futur avec une population plus jeune machin, et il a même recruté son remplaçant, donc c'est un Ivoirien, Ivoirien qui s'appelle Yves Bonny qui est raélien depuis 95 et qui se présente dans le documentaire comme le prophète africain du mouvement. Et ça, en plus, je trouve ça met bien en valeur le truc de perpétuer le truc et en fait ça va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter et quoi qu'il arrive, si vous avez un proche sous l'influence d'une secte, en vrai, faut clairement pas l'isoler. Vous pouvez faire appel à des associations. Parmi elles, par exemple, on peut citer l'UNATFI. Il y a aussi le Centre contre les manipulations mentales, donc c'est le CCMM. Il y a l'association Psychothérapie Vigilance ou encore le Centre d'assistance France Victimes où vous pouvez tout simplement porter plainte en vrai si vous estimez qu'une infraction pénale a pu être commise. Donc il ne faut surtout pas les laisser. Il est 20h58, la pluie et le beau temps c'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui on a eu des choses à dire. On a bien rigolé. Mamma mia. Dès demain